Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis très fier, comblé même je dirais, de recevoir non seulement une invitée de marque, mais en plus de ça, une amie qui m'est très chère depuis déjà presque 20 ans. J'ai nommé Amira Seili. Comment tu vas, Amira ? Ça va et toi? Bonsoir. Ça va impeccable. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Tu es ici chez toi. Merci. Et pour mener cette discussion, je suis toujours en compagnie de mes comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes, salut. Et j'ai nommé Serge. Alors ce soir, on n'est pas invité. C'est que là, je me concentre. Il est concentré. Il est focus, ça se voit. La dernière fois, j'ai pas dit comparse et associé, j'ai dit comparse et invité. 2 fois. Voilà, 2 fois. Donc, tu vois, je m'approprie un peu le truc. Il faut que je fasse attention. Voilà. Très attention. Amira, comment vas-tu ? Ça va, merci. Très contente d'être ici. Depuis que je sais que je vais venir, Ouais. j'ai hâte. Ouais. T'as préparé dans ta tête, est-ce que t'as visualisé ce... Malheureusement, non, justement. Bon, bah écoute, c'est T'as très bien. bien fait. Heureusement, parce je que- crois. Allez, Ouais, ou heureusement, ouais. T'as bien fait. Ouais. T'as bien fait, comme je te l'ai dit plusieurs fois, je te le répète à l'antenne. Là, tu vois, ça tourne. Ben, c'est une simple discussion. Comme on a déjà pu avoir des centaines de fois. Milliers, ouais. Voilà, on va avoir une discussion autour de l'entrepreneuriat au sens des gens qui entreprennent, des gens qui font des choses. Ce qui nous intéresse, c'est qui tu es plus que Ce que tu fais. ce que tu fais. Voilà. Ok. Ça te va ? Ouais, avec plaisir. Bah, On y va. On part là-dessus. Mm. Alors Amira, on va quand même démarrer par une petite question, même si dans la discussion c'est bien d'échanger, mais les questions ça peut aider. J'aimerais que tu nous dises qui es-tu, Amira Seili. Donc, je suis Amira Seili. Je suis maman de 2 petits trésors de 6 ans et 3 ans. Je commence par les enfants, je suis une maman. Hein. Je suis mariée depuis 8 ans, mais ça fait 20 ans que je suis avec mon chéri. Je le connais depuis presque aussi longtemps que toi, d'ailleurs, du coup. Ouais, quasiment. Ouais, quasiment, ouais. Voilà, je suis pharmacienne, j'ai fait des études de pharma et j'ai eu l'opportunité de m'installer il y a 4 ans et demi, pile avant le Covid, du coup. Qu'est-ce que ça veut dire m'installer ? J'ai acheté une pharmacie. D'accord. Donc tu es Voilà. déjà dans ton jargon de la Ouais, pharmacie. non, ouais, pardon. Vous devez tous comprendre. Pour nous, communs des mortels, Ouais. tu sais, gens du bas peuple, gens du tiers état, il faut nous expliquer. Pardon, j'ai acheté, j'ai un associé dont je me suis séparée là maintenant depuis juin 2023, après donc 3 ans déjà. Ok. On Ouais. reviendra là-dessus un petit Ouais, peu après. ouais. Ouais, on Donc, aime ça y quand est, c'est je suis croustillant. toute seule, ouais. L'odeur du sang. Là, c'est le teaser. Pas Ça, du c'est, tout. ça, c'est le teaser. Non, mais il n'y a pas du tout. Moi, je connais, vous allez voir, Pas du tout. Là, c'est Instagrammable. Je vous le dis tout net. Restez branchés. Ça arrivera d'ici 1h30. Ouais. Restez Ou connectés. deux. On a Peut-être d'autres 30 trucs à minutes. dire En tout cas, écoutez tout. Écoutez tout. En tout cas, ça va sortir. Voilà. Ok, Donc, et donc voilà. dans votre jargon, on dit m'installer. Oui, m'installer, exactement. C'est-à-dire prendre possession d'un fonds de commerce donc, qui est négocié avec le titulaire, donc le patron, on va dire, précédent. Donc on récupère le fonds de commerce, toute la clientèle, on récupère le stock, on récupère tout et on s'installe, on pose nos valises et on commence. Très bien. Voilà. On reviendra sûrement après justement sur ces débuts là-dedans, comment tu t'es senti. Et, Ouais. voilà. Mais Ouais. on va démarrer par le commencement. Oui. Et le commencement, c'est peut-être une date de naissance. Une date de naissance. Je suis née le 28 janvier 1989, donc j'ai 35 ans. Voilà, 35 ans. Très bien. Déjà, T'es né où ? quelques cheveux blancs. Je suis née à Antony. J'ai un petit frère que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On s'entend très, très bien. Et voilà, j'ai toujours ma maman qui est là et mon papa qui est décédé maintenant il y a 3 ans. Donc j'étais très proche et qui était très présent pour mon installation, justement. Ok. Pharmacie. Ouais, Paix à son âme. ouais. Paix à son âme. Ton enfance, si tu dois la décrire en quelques dizaines de minutes. Pas plus. Non, on va faire plus court quand même. Franchement, enfance classique, basique. Mes 2 parents étaient présents.
Je suis née à Antony, j'ai toujours habité sur Antony pendant mon enfance. Classique. Bon, je suis d'origine algérienne, donc mes deux parents sont algériens, donc voilà, la fille qui doit un peu rentrer dans des cases, rentrer tôt, bien étudier, bien ranger sa chambre, etc. Mais en parallèle, voilà, beaucoup d'amour. On était gâtés, enfance classique, quoi. Ok. Il n'y a pas grand-chose à dire sur mon enfance. Et je me rappelle pas trop de tout ce qui s'est passé jusqu'à mes peut-être 6 ans. Mes premiers souvenirs sont à partir de l'âge de 6 ans. Ça, c'est assez incroyable. Ah je me oui. suis fait cette remarque par rapport à mes enfants je pense à mon grand qui me raconte des choses de quand il avait 2 ans. Il se souvient il a certains souvenirs. Mhm. Et moi, c'est vrai qu'à 6 ans, 6 ans commencent mes souvenirs. Pas avant. Et ça commence par quoi comme souvenir? L'école. Ouais, je sais pas pourquoi, l'école. Moi, je sais pourquoi. La scolarité. La scolarité, ouais. Il y a ce cadre-là dans lequel tu dois grandir, c'est ça? Exactement, Ok. c'est ça. Il y a un cadre et je dois le respecter. J'avais pas le droit trop d'aller dormir chez des copines. Les copines pouvaient venir dormir à la maison s'il fallait. Quand j'allais aux anniversaires, je devais rentrer tôt. Voilà, J'en ai été témoin. exactement. On peut raconter certaines choses ou pas ici à l'antenne? Oui. Très légère. Oui, légère. Moi, j'ai Des eu petits dossiers tout petits. des tout petits dossiers. C'est un Commence gros toujours celui par que tu un vas petit. raconter. Bien sûr. Amira, Il veut du sang, Serge, je le Ouais, sens. Ça va se terminer. t'as vu comment il s'est Ça reculé, va, il a il m'a croisé dit les de bras. pas stresser avant d'arriver. Je Hein. me suis pas déplacé pour elle. Il a croisé les bras et s'est installé confortablement. Ouais. Amira, on s'est rencontrés donc, du coup au lycée lors de ma deuxième seconde, en seconde générale au lycée Descartes à Antony. Et ça a matché direct. Hein. Direct. Je pense que dans cette classe-là, j'avais identifié juste 2 personnes avec qui j'avais passé mon année. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais aucun atome crochu avec personne d'autre. Il y a juste ces 2 filles de la classe, Amira et Asia. Et donc, dans cette configuration, je me suis dit, bon, avec ces 2 personnes-là, on va passer des bons moments. Il faut que je les fasse redoubler. Non, je me suis pas dit ça, mais c'est vrai que je me suis dit, on va passer des bons moments. Et donc, la plupart du temps, on était ensemble dans la cour, et puis après en dehors, et puis... et elle faisait de la... La GRS, Exactement. gymnastique rythmique et sportive. Voilà. Ouais. Et donc, elle avait une horaire à laquelle elle était censée quitter la GRS et puis rentrer chez elle. Et la GRS était juste derrière chez moi. Et un soir, ça n'a pas dû se passer comme ça. Mais à l'époque, on n'était pas aussi vif du coup sur les téléphones. Non. Parce que tu m'as pas envoyé de texto, non. rien. Non. Il est 22h30, un truc comme ça, où j'entends sonner à mon interphone. Donc, c'était un interphone visio. Et là, je vois les 2 parents avec Amira Tu derrière. vois mon père, je crois. Tu Ouais. vois la tête de mon père là. Ah ouais. Je me dis merde. Donc je sors, je descends courageusement et puis là il y a pas de bonjour, hein, c'est est-ce qu'elle était avec vous? Ah. Et moi, j'ai. Ouais. J'essaye de regarder ma rush pour essayer d'avoir un indice sur ce qui doit se passer et je vois que le Il a regard faut être il est tourné vers le bitume. Et j'ai dit, bien sûr. Je crois que c'est la première fois que tu as menti aussi fort. Hein. Ah ouais, j'ai menti direct. Hein. J'ai dit, ouais, elle était avec moi. Et puis, mais j'avoue que la discussion a été intéressante, du coup. Donc, je rebondis, j'invente, hein, je pars en impro total, sans trop en dire. Oui. Mais je me suis dit, si elle a dit moi, ça voulait dire qu'il y avait des discussions autour de la spiritualité, notamment. Ouais. Un épisode qu'on a déjà pu faire. Et du coup, je dis, c'est vrai que la discussion, elle a tourné, on n'a pas vu l'heure. Et puis, en effet, elle est rentrée précipitamment, mais visiblement trop tard. Là-dedans. Bon. Amira, t'étais où? Moi, ça y est, Camouche qui le sait. Ouais, purée, ça, Tout ça, c'est mignon, mais on veut savoir. Donc moi j'étais la soupape pour les 2 hein, d'ailleurs, hein, parce que j'ai pris les foudres des 2 parents. Donc à un moment j'étais le pestiféré des trucs, de celui qui corrompt les âmes des Algériennes là. Oui, d'ailleurs, quand j'ai redoublé, c'était à cause de lui, quoi, pour mes parents. Ouais. Mais on reviendra là-dessus après. Oui, bien parce que sûr. pour l'instant on est à l'enfance. Moi ça On est à m'intrigue l'enfance. le fait que Moi t'aies aussi. aucun Moi aussi, j'en ai- souvenir avant tes 6 ans. Ouais, j'en ai pas vraiment. Quand je réfléchis, j'ai T'as des pas été bribes. à la crèche, non? Non, c'est ma mère qui m'a gardée.
Là, tu vois, tout ça, rien. on part sur une séance un peu de psy, j'ai l'impression, mais je me suis posé la question, j'ai vraiment pas de souvenirs, je me souviens plus de mes maîtresses, blackout, quoi. T'as un peu trop touché à ton stock de médicaments, peut-être? Je sais pas. Peut-être, c'est possible aussi, mais... Ah, je plaisante. Ok. Ça arrive. Et donc ensuite, cette enfance classique à Antony. Classique. Alors, classique, j'ai quand même fait 1 an en Algérie. On est parti vivre 1 an en Algérie. Merci. Pardon. Merci. C'est pas si classique que ça. C'est Non, bien, c'est bien que je connaisse les interlignes quand même. Ouais. Pour le Il coup. va guider, du coup, la séance. Non, mais oui, j'en ai parti vivre 1 an en Algérie. Mes parents, enfin, la carte d'étudiant de mon père n'était plus valide. Donc, on n'avait pas de quoi se retourner. Donc, on est reparti vivre 1 année. T'as Bon. des souvenirs de ça? Ouais, très belle année. J'ai fait mon CE1 là-bas, du coup. Et c'est marrant parce que bon, là-bas, c'est un autre système scolaire, hein, du coup. Et la maîtresse, je me rappelle, elle était très, très violente. Elle frappait avec les bâtons. Elle avait cassé vraiment des scènes qui m'ont marqué. Elle a cassé le bâton avec lequel elle tapait les élèves sur la main d'un garçon. Et je me souviendrai toute ma vie de son visage parce que ça m'a vraiment choqué, cette scène. Ça, Et c'est moi, standard en Afrique. hein. Ouais, Vas-y. ouais, j'imagine. Mais- Mais moi, j'ai été épargnée parce que du coup, mon père, quand il repartait en France pour régler les soucis de papier, il revenait avec des bonbons et ma mère les mettait dans mon cartable pour que je les donne à la maîtresse. Donc, Voilà, Fayotte. et voilà, j'ai failloté la maîtresse Parce et, que c'est la soudoyer quand même, hein, Ouais, avec des bonbons. et ça marchait Incroyable. très très bien. Donc, j'étais première de ma classe alors que je savais même pas parler arabe. C'est vrai. Premier trimestre, ça m'a mis 2e et les 2 trimestres suivants première. Ah Ouais. oui, Alors soudoiement plus ah, qu'efficace. plus, Ça plus. devait être des sacrés bonbons. Mais en bonbons, voilà, oui, c'était les bonbons C'était- Kinder, tout ça, quoi. Bonbons THC. Elle s'est régalée, la maîtresse. C'était assez marrant mais cette année. Non, des très bons souvenirs, très très bons souvenirs. là-bas, t'étais déjà allé en Algérie avant ou pas du tout? Tous les étés, on y va 1 mois, chaque été. J'ai fait ça jusqu'à mes 17 ans. Après, bon, j'ai compris que d'y aller l'été, c'était pas le bon plan. Donc, j'ai arrêté d'y aller l'été. Je continue à y aller. Bon, là, ça fait 2 ans que j'y suis pas allée. Mhm. Mais je continue à y aller à peu près tous les ans, mais en dehors de l'été. Voilà, d'autres saisons, l'Algérie est beaucoup plus belle. Ouais. Au niveau de la scolarité, comment ça se passait? T'arrivais à respecter ces attentes de tes parents, ce cadre? Oui, sauf pendant ma crise d'adolescence. Oui, j'étais assez studieuse. Bon, il y avait toujours le petit côté bavarde, elle bavarde, mais ouais, j'avais des bonnes notes, je travaillais bien à l'école, jusqu'en seconde. La seconde, c'était là. Tiens. Hein, on va pouvoir commencer à recouper les informations. Coïncidence. Ouais, parce que dans l'épisode de Félix, j'ai aussi entendu que c'est à ton contact qu'il a un peu vrillé, Vincent. Donc je commence à me poser des questions là. Lui Non. aussi, apparemment. Non, J'ai j'ai réalisé. tenu longtemps en le connaissant quand même. Ouais, il a tenu un peu. Ouais. On a été dans la même classe avec Félix, mais c'était à une époque où j'avais pas encore ce détachement sur l'école. Et puis lui, en plus, il était bien dedans. Donc, non, j'avais pas ce pouvoir-là de détourner le frère. Mm. Mais c'est vrai lors de ma 2e seconde, en fait, j'y suis allé par obligation parce qu'on ne pouvait pas arrêter l'école à 16 ans. Et puis moi, c'est un peu un braquage. Je suis arrivé un peu en braquage en seconde générale parce que c'est une sorte d'erreur administrative. Initialement, je devais aller à Théodore Monod, là, en filière pro. Mm. Et je me suis retrouvé à moi-même aller poser le dossier à Descartes et j'ai été pris. Au grand détriment de Jérôme Sau, que je salue, qui disait « Mais comment ça se fait? J'ai les meilleures notes que toi et toi, t'es en général, moi... » Bon, bref. Et donc, du coup, cette première seconde, je l'ai complètement foirée. Et la deuxième, du coup, j'attendais juste d'avoir le bon âge pour partir en formation professionnelle, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'il est devenu le Jérôme là? Il est avocat. Ouais, il est avocat, lui. Donc ça va. Avocat en droit des affaires. Tu lui as sauvé la Il faudra qu'on le reçoive. Oui, il faudrait l'inviter. Ouais. Non, mais Il y a pas justement, longtemps. lui, il devait être pris justement en filière pro et il a dit non, je retape une année Ouais. de collège plutôt que d'aller en Il filière a pro. bien fait. Il s'est Et là- passé la même chose pour moi. J'avais la possibilité soit de redoubler ma seconde, soit de passer en technologique. Ok. Et la CPE, ouais, j'avais la possibilité de passer en techno. Ma mère, elle a dit hors de question. Ma fille fera un bac général et elle fera des grandes études. Et donc, elle m'a fait redoubler ma seconde. Et donc oui, je pense que j'ai été un facilitateur pour L'échec. Mais de cette année-là. je- Mais sur d'autres plans, ça a été cool, non? En fait, c'est la meilleure année de ma vie scolairement parlant, c'est ma meilleure année. C'est l'année des fous rires. J'ai séché l'équivalent de 2 mois et demi de cours quand même sur l'année, ce qui était impossible à l'époque, par demi-journée. Et j'ai eu mes plus gros fous rires cette année-là, on va pas se mentir. Hein.
Bon, ouais, Le tu vois. trio de choc à l'époque, franchement, c'était... ouais. Si j'ai pu servir à apporter Ouais, un peu de bonheur dans cette vie, Ouais, c'est dans ça, cette ouais. vie cadrée. Du coup, Vincent, tout à l'heure, tu as dit un truc, tu as dit je les ai identifiés. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ah, là, je réfère à l'épisode super sensible. Oui, c'est pour ça que j'y reviens. Ah bah j'ai identifié deux proies. Hein. De proies faciles, de bon public. Je pense qu'on était bon public, en fait. Non, je sais pas, j'ai senti tout de suite que ça allait coller, qu'il allait avoir une bonne symbiose avec ces deux-là. Et c'est surtout qu'avec les autres, ouais, j'avais... je sais pas, tu sais, c'est l'âge bête où t'as l'impression que d'avoir un an de plus, ça t'offre des droits ou ce genre de trucs. Donc, et puis, je reconnaissais pas de gens susceptibles d'être dans mon délire. Et puis, ouais, je sais pas, il y a eu ce truc... Et c'est marrant que tu dis ça parce que c'est pas l'impression que j'avais, moi. Vraiment, il parlait à tout le monde, bonjour à tout Non. le monde, il serrait les mains de tout le monde. Bah, mais il y a personne qui venait chez moi et enfin voilà, et j'ai c'est toujours vrai. été sociable, ça Oui, c'est voilà. clair et Ouais, net, ouais. ça c'est sûr que j'allais voir tout le monde. Mm. Mais par contre, à qui j'accordais vraiment du temps et compagnie où je m'investissais, Ouais. il y avait que vous deux. C'était une sacrée année quand même. Hein. Ouais, clairement. Mais bon, donc du coup, tu gardes quand même des choses positives. Et puis finalement, en dehors de cet écart de route, tu redoubles et derrière, tu Je déroules. reviens sur la voie droite des études. Ouais, donc j'ai fait ma deuxième seconde, je l'avais très bien réussi du coup. Ensuite, première scientifique, terminale. J'ai eu le bac, mais j'ai pas eu de mention. J'ai eu le bac à 11. Ouais. Donc, je me rappelle, j'étais allée voir une, comment on appelle ça, conseillère d'orientation. Je lui ai dit, voilà, j'ai à peu près 11 de moyenne. Et je lui ai dit, j'aimerais faire... Elle me dit, vous aimeriez faire quoi? Je sais que je voulais faire pharmacie, que je voulais être pharmacienne depuis ma seconde. Hein, depuis ma première ou deuxième, depuis ma seconde en tout cas. Et elle m'a dit, mais avec 11 de moyenne, vous irez nulle part, mademoiselle. Ça m'avait choquée, je m'en rappelle. On peut donner son nom au micro. Je me souviens. Enfin, je me souviens de sa tête. En vraiment. tout cas, on ne la salue pas. Non, elle, on la salue pas. c'est On sûr. l'invitera pas. On l'invitera. Ah Euh, non, vraiment, ça m'avait vraiment frappé cette phrase. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je me suis dit, je vais aller un peu me confier à quelqu'un pour qu'elle m'oriente, qu'elle me guide. Et ouais. Je comprends pas qu'on puisse faire ce métier et ne pas avoir conscience de la puissance des mots qu'on prononce en fait. C'est incroyable. Mais Incroyable. malheureusement, je crois que ça arrive assez fréquemment. Hein. Oui, je c'est pour pense que je ça dis, arrive tout le temps. Ouais. Il devrait y avoir une formation spécifique pour ces gens-là. Et très pointu. Ouais. Parce que derrière, en effet, tu parlais du mot juste et compagnie hors antenne, mais on se rend pas compte à quel point c'est déterminant. Ben, ça reste puisque tu en parles bien longtemps après. Ouais. Et tu disais donc, en seconde, tu sais que tu veux aller en pharmacie, ça te vient d'où ça? Ça me vient de ma cousine que je salue, que j'embrasse, qui est médecin. On s'était toujours dit, j'étais très admirative de cette femme. C'était un peu mon modèle, la fille un peu parfaite. Je la regardais toujours avec des étoiles dans les yeux. Et elle m'a dit, et on se parlait, elle m'a dit qu'elle voulait être médecin. Et je sais pas, on parlait, elle dit, ça serait bien que tu fasses quelque chose. Et on réfléchit, et je dis, pharmacie, ça peut être bien. Et on a toujours eu en tête qu'elle ouvre son cabinet médical et que ma pharmacie soit collée. Elle vit en Algérie, donc c'est impossible. Mais en tout cas, c'est marrant parce qu'on est vraiment restés dans cette lancée, elle et moi. Donc elle a été médecin, moi pharmacienne, et on en parle encore aujourd'hui. Et puis elle habite pas sur la Lune, c'est pas totalement impossible. C'est pas, faut qu'elle vienne, quoi. Ou que Faudrait tu y qu'elle ailles. vienne. C'est pas dans les projets pour le moment. Ouais. Ouais, non. J'y avais pensé vers l'âge de 17-18 ans, j'avais en tête. D'aller vivre là-bas. Ouais, plus tard, mais non. Je me rends compte adulte que c'est impossible. Qu'est-ce qui fait que c'est impossible? Comment dire? Non, c'est même pas parce que ce qui est impossible pour moi, c'est On a fait le signe de l'argent. Oui, c'est pour ça. C'est vrai qu'ils non. ont pas les images. Même pas. Non, c'est vraiment... On galère pour tout là-bas. Pour récupérer un papier, il faut maintenant mettre des pots de vin, mettre de l'argent, avoir des connaissances. Tout passe par piston. Tout est lent. Tout est... Moi, j'aime bien quand on est réactif, quand on est rapide, quand on est efficace. C'est pas le cas malheureusement là-bas. Et il y a des personnes... Enfin, moi, je pense à ma tante aussi que j'embrasse très fort, qui est prof au lycée. Enfin, elle a déménagé maintenant, mais quand elle était en Algérie, elle était prof au lycée. Et elle gagnait juste de quoi faire des courses, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça revient un peu au côté financier. Ouais, Ouais. bien vu. Ok. Bon, Voilà. bien. Comment tu t'es senti dans ce cadre
là? Est-ce que tu t'es senti épanoui ou est-ce que si tu avais pu avoir autre chose, tu aurais pris autre chose? Alors, sur le coup, épanoui, non, parce que c'était dur, j'en ai chié pendant mes études de pharma, notamment. J'ai passé le concours que j'ai redoublé une première fois. Je l'avais raté de peu. Je l'avais raté d'une 30aine de places. On était 1000 candidats et ils en prenaient 286, je m'en rappelle. Okay. Et j'étais 34 places plus loin. Ça m'avait frappé. Et, donc, j'en ai chié, vraiment. Pendant toutes mes études, c'était très dur. J'avais tout le temps les rattrapages. Mais maintenant que j'ai fini, je me dis, ouais, en fait, c'est bien de souffrir, entre guillemets, quand on est jeune, pour être quand même assez tranquille et libre quand on est plus âgé, quoi. Voilà. Ben, c'est bien. Ouais, je le vois, enfin, un truc tout bête, mais le fait d'être... Après, là, je le dis pharmacienne, mais c'est pas que le métier de pharmacien, mais un métier, on va dire, où il y a un peu d'études derrière, tu vois, les métiers classiques... je sais pas, je pense à voilà, les médecins, les pharmaciens, les avocats, moi je sais que le fait d'être d'origine algérienne, type algérienne, je sais que les personnes, je sais pas si je dois le dire comme ça, mais je sais qu'il y a une forme de respect. On dit, ah, elle a fait des études, elle aspire la confiance. Je sais pas comment t'expliquer. Tu parles pour tout le monde, en fait, toutes les populations. Je le vois en pharmacie, on me prend au sérieux parce que j'ai fait des études, par exemple, tu vois. C'est trop dommage, c'est trop dommage, mais disons qu'il y a cette sécurité qui fait qu'on te respecte et qu'on te prend en considération. Moi, je sais que malgré mon origine, quand j'étais jeune, j'ai eu malheureusement des propos un peu racistes et délicats et compliqués, et on m'a beaucoup rabaissé. De toute façon, vous serez rien, vous... Dans quel contexte, ça? Si tu peux en parler. C'est-à-dire dans quel contexte? Quel type de personne a eu ce genre de propos Généralement, c'est des personnes... Je pense c'est des adultes, c'est délicat un peu d'en parler. Il n'y a pas de souci. C'est un peu délicat. Sans toi, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est des phrases que tu as pu entendre. Ouais, c'est des phrases que j'ai pu entendre et je suis contente de ne pas avoir donné raison à ces personnes-là, en tout cas. Voilà. Et tu as le sentiment de l'avoir fait par réaction, du coup, d'avoir eu besoin de ce crédit-là pour le faire, ou c'est finalement juste le fait de l'avoir fait t'apporte aussi en plus? Voilà, le fait de l'avoir fait m'apporte aussi, mais moi, je sais que je l'ai fait beaucoup plus pour faire plaisir à mes parents. Ouais, vraiment. Je reviens à ma question. Quand je parlais du cadre, je parlais aussi justement de ce cadre de la famille, des attentes qu'il y a sur toi. Ouais. Est-ce que si tu n'avais pas eu ce cadre, c'est cette voie-là que tu suis, ou est-ce que, à quel moment, quelle part d'Amira il y a dans ce que tu fais aujourd'hui? Dans 3 ans, elle se lance dans la chanson. Bien vu. Elle dit putain, il avait niqué ma vie en seconde. Il m'a rappelé, on avait 35 ans, je pensais que ce serait fini. Il m'a invité au podcast et puis putain, j'avais une super pharmacie. Je l'ai revendu. J'arrête tout. J'ai revendu. Non, alors attention. Alors. Pour rien au monde, je changerais le métier que je fais maintenant. Pourquoi ? Pas pour ce que j'apporte aux gens. En fait, si je dois retenir quelque chose, bon, ok, il y a le côté entrepreneur, liberté, il y a plein de côtés positifs qu'on connaît, mais le côté vraiment de la santé, d'apporter un conseil à un patient et qu'ils reviennent et qu'ils disent « Madame Messaoudi, merci, vous m'avez soulagé tel ou tel symptôme, j'ai bien fait de vous écouter. » Voilà, ils sont contents, ils viennent, des fois ils viennent avec des cadeaux. La pharmacie est tout en pleine de boîtes de chocolat, de petits-déj, etc. Parce que les patients sont contents des conseils de mon équipe en général. Et en fait, moi, elle est là ma grande fierté. Et je suis trop contente. Et pour rien au monde, je changerais ça. C'est vraiment ce que j'apporte aux gens, moi, qui me fait kiffer, en fait. Et après, alors, est-ce que je l'aurais fait en pharmacie s'il n'y avait pas mes parents ? Peut-être pas. J'aurais peut-être pas pensé. Mais j'aurais été dans un truc typique, genre association, aide humanitaire. Moi, j'aurais clairement... Je pense, voilà, j'aurais voyagé. S'il n'y avait pas le cadre de mes parents, etc., je pense que j'aurais été un peu freestyle comme ça. Tu sais que tu auras la même chose quand les gens viendront à tes concerts dans 3 ans. À mes quoi ? À tes concerts. À mes concerts ? Pourquoi mes concerts ? Parce qu'on a dit que tu vas te restructurer, tu vas trouver ta propre voie. Non, concert, non, du coup, non. Tu pourras redistribuer de l'amour. Oui, non.
Non, mais vraiment, Et voilà, maintenir ce lien. Ce soir, on fout le bordel. Je chante très mal, hein, donc concernant. Par contre, tu danses très bien. Ah, j'ai Peut-être. entendu GRS, donc forcément. Oui, GRS, et puis il y a la danse, ça a une J'ai place fait, aussi ouais, dans ta vie. Ouais. ouais, depuis toujours, j'aime beaucoup. J'ai fait de la GRS de mes 8 ans à mes 17 ans. J'ai fait des championnats de France. J'ai fait, ouais, c'était pas mal. C'était des belles années. Et j'ai arrêté parce que moi, je m'étais blessée au dos. Donc après, j'ai arrêté. Et après, j'ai enchaîné depuis mes 18 ans jusqu'à maintenant de la danse orientale. Et j'adore. Je suis fan. C'est génial. Je Ouais. m'éclate. Bon, c'était pas la chanson, c'est la danse. Tu Oui, vois. la danse, voilà. T'étais C'est pour pas ça loin, quand je chante pas Ouais. bien, non, la voix, ça va pas. Mais non, la danse, j'aime beaucoup. Ouais. Mais non, je me serais pas réorientée en danse, par contre. Donc la part de Amira finalement qui existe aujourd'hui dans ton activité, c'est ce lien social, ce lien humain Ouais. avec tes Ouais. on dit quoi, tes clients. Mes patients. Ah, tu dis Ouais. des patients. Ah, on dit patient, c'est pas des clients. Celui qui vient acheter une crème hydratante, on peut dire client. Mais non, dès qu'il y a un traitement, c'est un patient. C'est un malade qu'il faut soulager absolument. Et pas que avec des médicaments. C'est vrai qu'on prend, avec l'équipe, on prend le temps de discuter. Moi, les filles, je les briefe. Hein. On discute, on prend le temps, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde. On est vraiment un soutien moral aussi, puisque les médecins n'ont plus trop le temps, malheureusement, de recevoir, de conseiller. Donc, on prend vraiment ce rôle à cœur. C'est devenu une de nos missions principales. Et vraiment, on veut que le patient reparte pas satisfait, mais hyper satisfait, quoi. Qui se sentent accompagnés. Eh oui. C'est la question que j'avais un petit peu. Quelle marge finalement vous avez dans l'accompagnement par rapport aux médecins? Alors, nous, on vient compléter, en fait, ce qu'on fait, parce que souvent, comment ça se passe suite à une consultation, le médecin va ausculter, va faire un diagnostic, va prescrire des médicaments. Le patient vient chez nous. Nous, la première chose qu'on fait, déjà, on regarde quand c'est une ordonnance, par exemple, on regarde si l'ordonnance est valide. Donc, on regarde s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse, s'il n'y a pas de non-sens par rapport à l'âge, le sexe de la personne, etc. Et on va beaucoup, nous, ensuite apporter... Donc, on va bien rappeler la posologie, parce qu'on dit qu'on retient 10% de ce qu'on entend. Mhm. Donc, le patient arrive chez le médecin un peu stressé, l'effet blouse blanche, il fait confiance à 100%, il retient rien. Vous allez faire ça, ça, ça. Le patient dit oui. Et après, il vient chez nous, il dit « Madame, s'il vous plaît, j'ai rien compris, réexpliquez-moi. » Donc, Bah, on arrive... T'imagines ? Courage. Champollion, viens Bravo. nous aider. Donc, on reprend les posologies, on réexplique bien le traitement, on donne les conseils associés, donc s'il faut prendre pendant les repas, en dehors des repas, etc., s'il faut laisser un laps de temps entre chaque traitement, et ensuite on parle de ce qu'on appelle les conseils hygiéno-diététiques, donc tout ce qui va être en lien avec s'il doit y avoir de l'activité physique, s'il doit y avoir quelque chose par rapport à l'alimentation. Ça, c'est ce qui n'est pas forcément inscrit sur l'ordonnance. C'est jamais inscrit sur l'ordonnance et les médecins n'en parlent plus. Et il est là le problème. Et ça peut générer des effets indésirables. Un truc tout bête, un antibiotique en particulier, où on dit vraiment aux patients, par exemple, qui boivent de l'alcool, on dit attention, pendant ce traitement, interdiction de boire de l'alcool. Ah, je savais pas, j'ai un anniversaire. Et effectivement, le patient n'avait pas suivi le conseil et il revient lundi et il dit bah, écoutez, comme le médecin m'en avait pas parlé, j'ai pas trop pris en compte ce que vous m'avez dit. Bah, regardez, il vient avec la face rouge, gonflée, dilatée. Donc, le médecin prend pas spécialement le temps d'en discuter. Donc, nous, on est là pour ça aussi. Et voilà, bon, après, il y a le souci des patients qui croient à 100% leur médecin. Et puis nous, ce qu'on dit derrière, ça sert plus à grand-chose. Mais voilà, dans l'ensemble, ils nous font confiance quand même. Toi, tu n'es pas docteur en pharmacie, c'est quoi? Si, je suis docteur en pharmacie. J'ai D'accord. passé une thèse. J'ai fait donc mes 6 ans d'études. J'ai passé un concours. J'ai fait 6 ans. Et j'ai passé une thèse. J'étais bien enceinte d'ailleurs quand je suis passée devant le jury. C'était intéressant. Ça ressemble à quoi une thèse en Une pharmacie? thèse, donc on a un jury composé d'un directeur de thèse et 2-3 membres du jury. Alors on peut les choisir. Moi j'avais choisi 2 de mes 3 membres de jury. Donc on présente un sujet. Moi j'ai présenté un sujet sur les greffes pulmonaires et cardiopulmonaires. J'avais fait mon stage de 5e année à Marie-Lannelongue. Et donc c'est un hôpital spécialisé dans ce genre de pathologie. À Meudon, c'est ça? Non, à Plessis-Robinson, merci, exactement, au Plessis-Robinson. Année très, très difficile pour moi. Hein. L'hôpital, c'était, je pense, une des pires expériences de ma vie. Je savais que je ne voulais pas finir à l'hôpital, parce que quand on est en pharmacie, on peut
on peut s'orienter ensuite vers la voie hospitalière. Et donc, j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là avec une pneumologue à Saint-Ouen, dans un autre hôpital, qui m'a suivie. Et voilà, on présente le sujet, on présente les perspectives aussi d'amélioration. Et c'est un sujet, donc on présente, je crois que j'avais parlé 20 minutes, et ensuite on a plein de questions assez pointilleuses. Et donc c'était super, ça s'était super bien passé. C'était très émouvant aussi. Il y avait toute ma famille, mes parents, mes amis, etc. On a passé un bon moment. Magnifique. Il y avait mon fils dans mon ventre, du coup. Magnifique. Il a tout entendu. Il a tout entendu, ouais. il a tout retenu. Lui, il se rappelle, lui. Ouais, c'est ça. C'est bien. Ouais. L'hôpital, pourquoi pas l'hôpital? Qu'est-ce qui a été dur? C'était une expérience très, très difficile pour moi. Donc, en fait, ça a duré 1 an et on y allait tous les matins. Donc, le cadre hospitalier n'est pas le même qu'en pharmacie d'officine, en pharmacie de ville. Donc, l'ambiance n'est pas la même. Il y a, déjà dans le personnel, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de... C'est pas très bienveillant, c'est pas... Moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Je pense pas que tout le monde l'ait vécu comme ça, mais il y a ce côté-là. Il y a les patients aussi. Moi, j'ai été traumatisée par... Enfin, traumatisée. J'ai été, on va dire, choquée par un événement. C'était un jeune homme, je n'oublierai jamais aussi, Sofiane, 13 ans, qui était greffé cœur-poumon. Et je suis allée le voir en réa parce que je devais relever des informations tous les jours que je devais rendre ensuite à la pharmacienne sur les traitements qu'il lui injectait, etc. Et en fait, il était branché de partout, comme dans... C'est quoi le film, là? Moi, j'ai Dragon Ball Z, là, mais oui, c'est Matrix. Ouais. Ouais, voilà, ils sont branchés de partout. Je suis sortie de là, j'ai fui l'hôpital. Je dois partir normalement à 13h. Je crois qu'à 11h, je suis partie en courant chez moi. J'avais pleuré toute la journée. Ça m'a fait tellement de peine de le voir comme ça. Et une autre scène aussi un peu difficile, mais finalement très, très sympathique. Une jeune fille, Emeline, j'ai repris contact avec elle très récemment, c'est marrant. Donc, greffée, elle pulmonaire. Elle était en réa aussi. Et en fait, je la voyais totalement endormie. Bon, elle était intubée ouais, par la bouche, mais c'était moins choquant que le petit jeune. Hein. Et tous les jours, j'y vais et je me dis, bon, je vais quand même dire bonjour, même si je la bonjour. Et je fais mon petit truc, je repars. Comme ça pendant 10 jours. Et un jour, je la vois assise sur sa chaise et elle me voit. Et là, je vois, son visage s'illumine. Et elle me dit, vous savez que j'ai entendu tous vos bonjours et j'attendais votre venue tous les jours. Et je suis trop contente de vous voir et de vous. Et elle m'a remerciée et tout. Et bon, depuis, comme je vous dis, on est resté en contact. Mais ça m'a vraiment marqué, du coup, cette scène-là aussi. T'absorber finalement, en fait, les douleurs et les émotions de... Trop. Et puis, c'est violent, hein, c'est violent. Ouais. Donc, les voies qui s'offrent à un docteur en pharmacie, il y a donc le côté commerçant, avec l'officine, l'hôpital et l'industrie. La recherche. Alors, j'appelle ça la recherche, mais c'est peut-être l'industrie. Alors voilà, c'est l'industrie. Donc on a officine, industrie. Donc là, c'est 6 ans. Et si on veut aller dans la voie... alors, il y a hospitalière ou en laboratoire. Là, il faut repasser un deuxième concours, très strict aussi. Et ensuite, finalement, donc on est en pharmacie en 9 ans. On fait 9 ans d'études à ce moment-là. Voilà. J'ai un frisson. 9 ans, t'imagines, avec 2 concours au total et une thèse, bien évidemment. Et donc là, on va soit vers la voie hospitalière. Donc dans la voie hospitalière, il y a la recherche aussi, hein, ou soit laboratoire. Quand tu rajoutes ces 9 ans-là, il y a un gap de salaire. C'est quoi? Oui, ils sont millionnaires, j'espère. Ils sont très... Alors millionnaires, non. Je viens de passer ma thèse. Bien. J'ai 57 ans. Non, j'espère qu'à un moment j'aurai un salaire, je sais pas. Ils sont bien payés, ils ont beaucoup d'avantages. Tous les gens qui travaillent à l'hôpital ont des super CE, je crois, des RTT, Il paraît que quand on parle du CE, c'est pas bon signe en général. Ah ouais. Si tu te mets à dire j'ai un bon CE, c'est que le salaire il suffit pas. Non, les pharmaciens hospitaliers, non, ils sont bien payés. Et puis les pharmaciens en laboratoire, eux, c'est génial, ils peuvent carrément ouvrir un laboratoire et ça devient un commerce et c'est un autre délire, quoi. Dans l'industrie, du coup, là c'est quoi? Tu peux être à l'origine de l'invention d'un médicament, de restructurer une recette ou non? T'as pas assez... Ça c'est plutôt labo, non? Ça c'est plutôt ouais.
En industrie, bon, c'est vraiment la voie qui m'intéresse le moins, donc je me suis pas trop penchée sur la question. Mais il y a beaucoup, c'est la voie la moins humaine finalement en fait, de toutes. C'est exactement ça. C'est vraiment, t'as dit le bon terme, le mot juste. J'ai une amie qui est en qualité. Il y en a qui sont en affaires réglementaires. Il y en a qui travaillent pour un laboratoire. Qui vont gérer toutes les commercialisations, toutes les ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Franchement, voilà, je pourrais pas t'en dire plus parce que c'est vraiment quand quelque chose m'intéresse pas, je m'y intéresse vraiment pas et je pose pas de questions. Pourtant, c'est des amis qui ont été à la fac avec moi, mais avec Serge, on a bouffé des séries sur les opiacés là, notamment Dopsic, je crois. Oh là là. Donc on a pu voir finalement l'envers du décor avec la FDA, comment on pouvait faire justement les autorisations de mise sur le marché, les conglomérats qui ont des formes d'ingérence auprès des autorités de réglementation et compagnie. Bon, après ça reste une fiction, hein, c'est une œuvre fictive, de là à savoir ce qui se passe exactement. Réellement, oui. Mais c'est sûr que j'imagine bien que dans ce secteur-là, on parle beaucoup plus de rentabilité que de bien-être du patient et d'accompagnement. Absolument, ouais. Donc c'est pas une voie qui m'intéresse. Quoi. Et on les salue pas non plus. On les salue pas. Je salue mes amis quand même. Comme ça, puisqu'on en parle, le médicament le plus rentable sur le marché, c'est quoi? Doliprane? Le plus vendu, le plus... Oui, le Doliprane est le médicament le plus vendu, évidemment. Le plus rentable, parce que finalement, un médicament qui est rentable, c'est quoi? C'est un médicament qu'on achète... avec des très bonnes remises, donc très peu cher et qu'on va vendre cher. Donc le souci avec les médicaments remboursés, c'est que les prix sont fixés par la sécurité sociale. Malheureusement, malheureusement, on a fait grève parce qu'il y a eu des soucis de ce côté-là, mais on n'a pas la main dessus. Donc c'est pas le médicament on pourra le mieux marger. Le produit on peut mieux le marger, c'est celui sur lequel on fait un prix libre, quoi. Finalement. D'accord. Ouais. Donc pour expliquer, il y a eu plein de pénuries à un moment dans les pharmacies, justement, notamment sur des antibiotiques ou des Doliprane pour enfants, ce genre de choses. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est parce que le prix est réglementé par pays en fonction des sécurités sociales et que la nôtre est l'une des plus avantageuses pour le consommateur. Absolument. Ce qui fait que les laboratoires, finalement, préfèrent desservir à d'autres pays sur lesquels ils vont pouvoir plus marger. Il n'y a pas de plafonnement. Et donc, nous, on passe un peu comme les masques sur le tarmac. Ouais, tu sais, la France, ce pays magique. Bon, après, pour le coup, on doit rendre ce qui est honorable, c'est que c'est le pays qui a le plus gros taux de remboursement, finalement, et qui plafonne le plus les prix. Mais en même temps, on le voit parce que je viens de remplir nos cotisations d'impôts, c'était l'avant-dernier jour. L'avant-dernier jour, pour ceux qui ne l'ont pas fait. On voit qu'on en verse des charges, et puis en tant qu'entrepreneur, on en verse... Parle pas trop d'impôts, c'est encore un peu douloureux. Ouais, mais effectivement, j'étais à la pharmacie cet après-midi, et il y a une patiente qui avait été opérée de la mâchoire, un truc comme ça, qui avait besoin d'augmentin. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Oh là là. C'est une catastrophe. Hier, j'ai eu un patient, et alors les médecins, on leur dit, ils savent maintenant, on leur demande carrément de marquer plusieurs choix d'antibiotiques, parce que sinon, le souci, c'est qu'on ne peut pas délivrer le médicament au patient, mais on ne peut pas le changer par nous-mêmes. Ouais. Donc, on doit appeler le médecin pour l'avoir, c'est compliqué. Ouais, si on l'a exactement pas. Ça. Et la pharmacienne était au téléphone. C'est ça, avec le médecin. Le service de chirurgie. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est compliqué. Alors, surtout quand c'est les hôpitaux, on galère vraiment, vraiment à les joindre. Et puis, moi, le pire, c'est quand ça touche les enfants, quoi. Quand on ne peut pas avoir un antibio pour un enfant malade, moi, ça me rend dingue. Après, on essaye de mettre en place on est sous forme de différents groupements, on essaye de voir un peu ce qu'il y a chez les confrères, on leur demande, voilà, là c'est une urgence, c'est pour un patient, c'est pour un promis, et puis ils nous l'envoient, on se fait des rétrocessions comme ça, on arrive toujours à peu près à s'en sortir, mais c'est vraiment pas évident. Et donc on a été en grève, là, jeudi dernier, on a tous fermé, on a tous travaillé rideau baissé. Je suis contente parce que sur Livry-Gargan, là où je me suis installée, 100% des pharmacies étaient fermées. J'appréhendais parce qu'il y a toujours un peu des requins qui pensent qu'à l'argent et à faire le chiffre d'affaires journalier. Même ces concurrents-là, confrères, là, ce jour-là, on va dire, ont fermé. J'étais contente. Ça me rappelle en seconde quand on voulait boycotter justement un cours et qu'il y avait toujours un petit bâtard qui disait « Moi, je l'ai révisé, le contrôle !»
C'est clair. C'était pas toi, c'est sûr. Ah, toi, t'étais vraiment là pour faire échouer tout le monde, quoi. Tu sais, j'étais le gars qui est devant la salle, il attend, il dit ça fait 1 minute qu'il est pas là, le prof. Nous, on doit être à l'heure. Lui, il doit avoir ce professionnalisme. Là, il nous respecte pas, on n'a pas à le respecter. Vas-y, venez, on part. Tu sais, grand discours. Et au moment où tu commences à saucer quelques personnes, il y a le prof qui arrive. Je suis désolé. Vous pouvez. Trop tard. Installez-vous. Ouais, c'est ok. Petite question comme ça. Est-ce qu'il y a un médicament que toi tu déconseillerais, qui est sur le marché, que toi tu déconseillerais à tes patients? Ouais. Moi, je déconseille tout ce qui est anxiolytique, tout ce qui est hypnotique. Donc, c'est tout ce qui va être médicament pour dormir. Parce qu'en fait, il y a une certaine addiction après qui se fait et on retrouve plus du tout le sommeil, un sommeil de qualité, sans prendre ces petits comprimés magiques. J'essaye toujours d'orienter vers une voie naturelle. Quand c'est pas prescrit sur ordonnance, j'essaye toujours, quand quelqu'un me demande, alors il y a un médicament qui s'appelle le Donormil, ça s'achète comme des baguettes, quoi. Bonjour, une boîte de Donormil, bonjour, une boîte de... Et puis je sais même pas, ils viennent tous les jours, il y a 30 comprimés dedans, ça tient 1 mois, ils viennent tous les 3 jours. J'essaye toujours d'orienter vraiment vers des voies un peu plus naturelles. Prenez de l'euphytose. Oui, pas le phytose pour le coup, mais d'autres choses très sympas. Et puis c'est vrai qu'après... Pourquoi pas le phytose? On a pourquoi une pas chez professionnelle certaines ce soir. Non, mais pourquoi pas chez certaines personnes, mais bon, Le phytose, c'est homéopathique. Non, c'est phytothérapie, c'est que des plantes. Après, on va partir sur l'homéopathie, on est obligé, il y a des grands débats autour de ça. Pardon, mais l'homéopathie, je vais décevoir tous les... Non, mais on va y aller, consommateurs on va y aller tranquillement. De billes sucrées, quoi, mais... Waouh. Le goût est lâché. Je n'en vends pas. Non. Pour moi, c'est de la perte de temps, c'est des ordonnances illisibles, c'est des patients chiants, pardon, mais c'est que des... C'est un on les appelle 3CH, un 5CH, les un 9CH. MGEN. C'est quoi tous les MGEN? profs, c'est les mutuelles de profs. Putain, c'est la grosse insulte à ma mère qui m'a refilé de l'homéopathie toute sa vie et qui était chez la MGEN en tant que professeur des écoles. Alors là, tu viens de tuer un mythe. J'en ai bouffé de la bille sucrée. T'en as bouffé du sucre. Du 3CH, du 5CH. Ouais. C'est marrant parce que, bon, on explique un petit peu l'homéopathie. Ouais, si. L'homéopathie, c'est un principe de dilution. Alors, c'est vrai qu'en effet, à la fin, vous allez vous dire, ouais, c'est vraiment des billes sucrées. On prend une goutte bon, souvent, c'est des trucs un peu dégueux, de foie de putois, par exemple. En fait, foie de canard, quand tu dis foie 2, je pense que tu penses au foie de canard, le silocoxylum. Ouais, voilà, donc au silocoxylum. On va verser une goutte dans 1 litre d'eau. Ouais, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est la première dilution. Ensuite, on va prendre une goutte de cette dilution, la remettre dans 1 litre d'eau. C'est la deuxième dilution. Et ensuite, on va reprendre une goutte de cette dilution, la remettre dans 1 litre d'eau. On peut faire ça jusqu'à 30 fois. Voilà, 30 Et fois. plus, pardon, 30 fois pour avoir au 30 CH. Mais après, il y a les dilutions, la DH, les 5, les 9. Ouais, Donc, en fait, le principe... Alors, du coup, je pense pas que ce soit un principe actif, mais ça s'appuie sur une théorie de l'énergie. Alors, pas tout... Ouais. Corrige-moi. Oui. Non, si, c'est ce qu'il en ressort. D'ailleurs, c'est vrai que même pour les puristes, les homopathes puristes, quand on scanne la boîte, non, surtout, vous la scannez pas, vous rentrez le code barre sur le clavier, parce que quand vous la scannez, vous émettez des ondes sur... Bref. Voilà. Mais en gros, l'homéopathie, c'est on attaque le mal par le mal. Par exemple, quelqu'un qui va se faire piquer par une abeille, on va lui donner du venin d'abeille, mais dilué tellement de fois que ça va faire l'effet inverse finalement. Et à l'époque où ça a été créé, alors je sais plus par quelle dilution, c'est quoi, c'est hahnemannienne, c'est ça, donc c'est Hahnemann, je crois, Hahnemann, désolée si je me trompe, qui faisait ça sur des personnes vivantes et qui en fait il injectait le mal et il les tuait. Non mais c'est exactement ça. Il les tuait une à une jusqu'à trouver la personne. Et quand il dit ok, là toi t'es pas mort, donc c'est ce dosage-là que je dois donner. Tu vois, c'était vraiment des tests humains quoi. Et le sens du sacrifice. Ouais, donc il est parti du plus hard. C'est ça. Jusqu'au moment où ça arrête de tuer. La moins létale. Non, il a commencé par la dilution la plus faible. Ouais. Mais mortelle. Enfin, c'était souvent mortel. Voilà. Et quand il a trouvé, il a dit ok, ça c'est la dose. Donc à partir de là, il a mis dans le 1 litre d'eau. Tu vois ce que je veux dire? Quand ça tuait pas, ça il l'a mis dans le premier litre. Et de là, il fait les dilutions. En gros. Ok.
Ça ressemble pas à une bonne idée, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Non, mais si, en fait, le principe, si, puisque c'est le principe du vaccin, tel qu'on le connaissait avant le Covid et toutes ces nouvelles technologies, c'est un peu ça. Si on t'injecte un peu du mal pour que ton corps s'adapte et c'est ça. Créer les anticorps qui soient susceptibles de. Et d'ailleurs, tu as plein de pays où tu as des gens qui boivent, par exemple, des petites doses de venin de serpent. Exactement. Ils savent qu'ils seront confrontés à une morsure. Voilà. Ouais. Donc, dans le principe, ça va, mais par contre, quand tu commences à me parler d'une goutte diluée dans un litre qui est elle-même machin, Bah, en fait, bon, moi, si tu crois encore, tu vois, un moi, peu crédule, quoi. je me dis que si tu es dans ce truc-là, autant ne pas la prendre, la bille, là, et tu te concentres fort. Si tu crois aux énergies, au pouvoir de l'esprit. Pouvoir de l'esprit. Non, mais moi, je pense que tu peux guérir énormément de choses par la simple pensée, l'esprit et compagnie. Je pense que ça demande un degré d'élévation qui est balèze. Bien sûr. Mais moi, j'ai arrêté certaines allergies en disant stop. Hein. Genre, un exemple? Bah, les allergies au pollen, par exemple. T'as dit stop, c'est fini. Quand on se connaissait, par exemple, mes allergies au pollen, c'était je gonflais, j'étais boursouflé, j'ai eu des crises respiratoires où je pouvais plus du tout respirer. Il y a une fois où j'ai fini devant une pharmacie en train de crever quasiment pour avoir mon Bricanil. Enfin bref. Et depuis, je prends plus de Bricanil depuis ma dernière crise où je me suis dit, mais c'est pas possible ce truc-là. Mais après, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Les pollens ont évolué ou quoi que ce soit? J'en ai aucune idée. Moi, je suis devenu allergique tard, hein. Donc ça tourne aussi. Après, je parle. Ah, mais il y a plein. Mais ça me renforce dans le truc de me dire que l'allergie, j'en sais rien. J'ai regardé l'autre jour un reportage dessus où ils expliquent quand même pas mal de choses d'un point de vue physique, hein, bien sûr. Mais ça me fait dire aussi que si à un moment ton corps il rejette quelque chose, c'est pas forcément que physique, tu vois. Ouais. C'est ce que j'ai lu aussi il y a pas très longtemps. En gros, si tu penses être allergique à quelque chose et qu'à un moment donné, tu es en contact avec cette chose-là et que tu n'as pas de réaction, c'est que tu n'es pas allergique en fait. Ouais. C'est que ce truc-là, peut-être mentalement, te déclenche des choses, mais l'allergie, c'est systématique. Oui, et quand c'est pas systématique, c'est pas une allergie, ça peut venir d'ailleurs du mental, par exemple. Parce que moi, j'ai une grosse allergie, entre guillemets, une intolérance de fou à la pomme, à la cerise, à plein de fruits. Mais c'est des fruits que je peux manger dans tout un tas de conditions. S'ils sont cuits, ils sont mélangés. Donc, cru mais mélangé. Cru mais mélangé et qui ont macéré ensemble. Mais c'est des règles que je me suis fait moi-même. Donc c'est avec le temps que je me dis attends. C'est les règles de la gourmandise, ça frérot. Dis la vérité. Ouais, parce que moi j'ai jamais entendu parler de je mange pas ça parce qu'il y a de la pomme dedans. J'aime pas la pomme, mais la tarte tata. Elle est KO la tarte. Mais en fait c'est clairement ça, c'est qu'avec le temps, je me suis fabriqué mes propres règles de elle est cuite, ça doit passer. Et en effet, ça passe, tu vois. Donc, dans une tarte, la pomme, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Mais il y a un moment dans ton jargon, Amira, comment on appelle ce genre de personnage? Hypochondriaque, non. Hypochondriaque, c'est quand on a peur de tout, d'être malade, quand on ne l'est pas. Qu'est-ce que ça s'appelle? Un ouf. Non, mais en tout cas, je suis convaincu qu'avec l'esprit, tu soignes beaucoup de choses. Évidemment, mais je suis convaincu que c'est beaucoup de préventif. Et qu'une fois que tu as un cancer, il ne faut pas se concentrer sur l'esprit, il faut aller... Non, il faut aller sur les thérapies. Les thérapies ne servent à rien, mais bon, et au moins tu auras eu le courage d'y aller. Non, mais je suis d'accord qu'avant de... C'est vrai que la prévention, elle est hyper importante et c'est notre rôle aussi de pharmacien d'accompagner le patient qui même quand il est au début de la maladie, on sait qu'il peut la soigner sans même passer par un traitement. Je pense par exemple à quelqu'un qui a une glycémie un peu élevée. Il y a un protocole qui est mis en place généralement avant de passer par les traitements, c'est que pendant 6 mois, il y a une activité physique à respecter journalière, donc 30 minutes minimum de marche par jour, et on réduit bien sûr tous les aliments à base de sucre, tous les aliments transformés, etc. Et on voit vraiment la glycémie, en fait on fait la moyenne sur 3 mois, on appelle ça l'HbA1c, on fait ça pendant 6 mois, donc 2 fois 3 mois, on fait une prise de sang après 3 mois et après 6 mois, et on voit que la glycémie se restabilise, quoi. Alors que ça fait 1 an peut-être ou 6 mois que la glycémie est assez élevée. Donc c'est super intéressant. On peut pallier aussi par de la phytothérapie, de l'aromathérapie avant de passer au traitement fort, quoi. Parce que ce qu'on a oublié finalement un peu dans cette
prise de médicaments, c'est que le médicament, il est créé à partir d'une molécule, mais que cette molécule, elle se retrouve à la base, elle est créée dans la nature. On la retrouve naturellement sur certaines molécules. Oui, sur certaines molécules, oui, tout à fait. Et Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont créés en labo. ouais. Alors, elles sont maintenant Synthétisées. majoritairement, oui, Ouais. toutes les molécules fabriquées par les laboratoires sont souvent synthétisées, mais ça peut se baser sur des choses naturelles qui existent. Je pense aux opiacés, par exemple, justement, à tout ce qui est morphine, etc. Ça a été créé, toutes les molécules qu'on vend, mais ça a été, comment on peut dire, inspiré par... Parce que la molécule a été naturelles. Isolée à la base Exactement, d'une plante. Voilà, c'est Exactement, ouais. ça. Pas pour toutes les molécules maintenant. Il y en a qui sont vraiment créées. Ça m'avait intéressé. J'avais parlé la dernière fois de La Traversée des Temps, là, un livre enfin une série de livres que je lis. Et donc justement, il reprenait sur la partie néolithique comment il pouvait se soigner. Donc je pense que l'auteur s'est un peu documenté. Il parlait justement de ce qui remplace, ce qui est devenu l'aspirine. La molécule, elle se trouvait dans le tronc du saule pleureur, je crois, ou du saule. Je savais pas ça. Ouais, c'est intéressant. Donc, mais tout ça pour dire que c'est vrai que des fois, on a tendance à railler un petit peu ces phytothérapies, naturothérapie et compagnie, mais finalement, la plupart des choses émanent des plantes. Mangeons des feuilles. Il y a un chercheur, justement, qui avait trouvé l'une des plantes dont le principe actif était totalement... qui annulait totalement les symptômes du paludisme, là. Il s'est fait fusiller 2 fois, je crois. Il s'est suicidé de 2 balles dans le dos, c'est ça que tu es en train de me dire. Non, il a réussi à en réchapper. Il y a eu un reportage sur lui, justement. Il voulait niquer le business. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, simplement. En faisant pousser 2-3 plantes, si tu mâches, enfin son truc, c'était simple comme bonjour, quoi. Ouais, c'est comme pendant le Covid, il y a un monsieur en Guadeloupe qui avait sorti un truc comme ça. C'est une herbe qui est super consommée là-bas, justement, pour des symptômes type paludisme. Ouais. Et qui disait c'est efficace en fait sur le Covid. Ouais. Il a dû changer un petit peu son fusil d'épaule et mettre ça comme un complément alimentaire. Et dès que tu commences à parler de médicaments, on rentre dans de la technique du juridique et au lieu d'aller chercher des problèmes, il a continué à vendre son truc, mais ça, tranquillement. Il vient en complément. Et c'est toi qui choisis. Voilà. J'avais pas anticipé comme ça, mais puisqu'on prend cette tournure et qu'on a finalement plein de curiosités autour de ton métier qui est parfois fantasmé, là on parle des vaccins et compagnie, là il y a un gros courant anti-vax. Ah ouais, je te mets dans la sauce, elle me regarde, elle est mal. Ouais. Moi je veux bien qu'on continue sur cette vibe scientifique pharmaceutique, mais je reviendrai quand même on va revenir à toi après. À quelques petites choses que tu as pu dire et que j'aimerais bien qu'on creuse aussi. Là on est dans les teasings, dans les trucs croustillants là. Je m'attendais pas à ça. Non, il y a cette mouvance anti-vax qui a émané des États-Unis à la base et qui n'est pas du tout liée avec le Covid. C'est juste une résurgence là, le Covid, mais il y a de plus en plus, moi je dis ça date même depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, moi j'ai vu des amis de ma mère qui étaient totalement anti-vax. Et voilà, exactement. Bien sûr, le vaccin, dans sa création première, le vaccin c'est quoi? On l'a dit tout à l'heure, c'est on injecte un petit peu, ça crée des anticorps et ensuite on a les armes pour pouvoir se défendre. Défendre si jamais on est bon là-dessus. À cette patho. Oui, absolument. Ça a servi à éradiquer pas mal de maladies importantes quand même. D'accord. Là tout de suite j'ai la coqueluche en tête. La rage. La rage. Variole. Oui. Choléra. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, voilà, ça a éradiqué pas mal de maladies. Cette vaccination, on va dire un peu, le fait de vacciner une partie de la population, finalement, une majorité de la population va protéger toute la population finalement. Avec ce fameux mot que maintenant tout le monde connaît, l'immunité collective. Ouais, exactement. Il y a plein de scientifiques qui sont nés en 2020. Il y a des blouses blanches partout. Dans chaque salon, il y a un spécialiste. Ouais. On était sur un vaccin classique type Pasteur et compagnie avec ce qu'on a pu expliquer. Aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce nouveau procédé qui est l'ARN messager. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus ou pas? Compliqué?
Un petit peu. Ok, c'est sensible. Sensible. Ok, putain. Mais vas-y, dis-moi, toi, ce que t'en sais. Ce que j'en sais, c'est qu'on vient sur le génome. Ouais, on touche à la... Ouais, exactement. Voilà. Ouais, Moi, ce que j'en sais, c'est que l'ARN permet de programmer l'ADN. Et que si tu remontes en fait, au-dessus de l'ADN et que tu altères à ce niveau-là, en fait, ça reprogramme ton ADN en quelque sorte et que tu as donc les protections qu'on t'a injectées à travers donc, ce messager qui vient reprogrammer ton ADN. Voilà ce que j'en comprends. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des vaccins qui font peur. C'est des vaccins qui font peur à la population. Parce qu'ils sont mal expliqués ou parce qu'ils sont mal conçus? Alors, ils touchent quand même à... Parce que tu touches à ta structure. Voilà, tu touches à la... Merci. Ouais. Tu touches à la structure, en fait. Là, on n'est pas juste en train de t'injecter une petite patho et puis on demande à ton corps de réagir à ça. Là, on va directement un peu, finalement, modifier ta structure. Est-ce que ça peut pas aider des gens qui ont modifié leur structure? J'ai 2-3 exemples en tête. J'ai 2-3 comptes Insta qui... Ouais. Le danger, si tu te trompes, c'est que c'est comme si tu allais modifier la structure d'un Lego. Ce qui peut arriver si tu commences à assembler tout ça va avoir beaucoup plus d'impact si tu foires le Lego de base. Ton assemblage, il risque d'être bancal, pas cohérent. Tu peux avoir, je sais pas moi, 4 bras. Parce que là, tu es vraiment dans de la programmation qui foire. Et les maladies génétiques, déjà, quand tu vois ce que ça peut te donner, tu te dis que si tu vas intégrer quelque chose qui n'est pas maîtrisé dans la programmation de ce truc-là, là, tu ouvres un peu la boîte de Pandore. Donc, je peux comprendre que ça fasse peur. Parce que finalement, personne n'en parlait vraiment. Qu'on a déclenché ça un peu par... Quand c'est dans l'urgence, de toute façon, c'est jamais bon. Après, beaucoup de vaccins ont été créés dans l'urgence, finalement. Quand il y a eu les vagues de coqueluche, vous voyez, on a injecté le vaccin, on n'a pas dit, attendez, on va le tester d'abord sur 15 ans, voir ce que ça donne, et après, tout de suite, il fallait vacciner la population, et personne ne disait, non mais attends, on n'a pas de recul, on ne sait pas. Là, il faut traiter en urgence. Sauf que dans les périodes dont tu parles, on pouvait se permettre justement de faire des tests sur les gens et de se dire, il y en a beaucoup qui vont mourir, mais c'est acceptable. Alors, c'est vrai, mais maintenant, on n'a plus les mêmes connaissances. Enfin, on a de bien meilleures connaissances maintenant qu'à l'époque. Et puis, on se base sur les vaccins qu'on connaît déjà. Après, bon, c'est délicat ce sujet aussi, parce que je suis pas totalement... C'est un sujet clivant au sein de la communauté des pharmaciens? Très, parce que nous, on était obligés d'être vaccinés. Il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas l'être. Moi, honnêtement, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix et qu'il fallait que je montre même l'exemple à mon équipe. Parce que sinon, je perdais mon équipe, en fait, clairement. Parce qu'on ne pouvait plus exercer si on n'était pas vacciné. C'était impossible. J'ai eu des confrères qui ont dû baisser le rideau. J'ai eu des confrères médecins qui ont arrêté d'exercer, qui ont été rasés de l'ordre. Qui vient vérifier que tu es vacciné? Il y a une réelle chasse à la sorcière. Hein. Ouais. Tu sais, il y en avait même qui payaient, des patients qui payaient les pharmaciens entre 300 et 500 euros pour avoir le certificat de vaccination, comme quoi ils ont été vaccinés. J'ai un confrère, moi, qui a été... la police l'a sorti avec les menottes. Il a été cramé. Et il a fait de la prison, il a dû fermer sa pharma, j'imagine même pas l'amende. C'était une vraie... Ça et les tests positifs, déclaration de tests positifs, c'était une vraie chasse à la sorcière. On était épiés. Et moi, ça m'avait marqué. J'avais des patientes qui me disaient, s'il vous plaît... Alors, pas les vaccins. On m'a demandé 1 ou 2 fois, mais les tests, de générer un faux test positif. J'ai dit, mais vous voulez que je finisse en prison ? Pour congé C'est ça, pour ne pas aller travailler, pour ne pas... Et bon, le pire vraiment, c'était les vaccins. Mais du coup, voilà, moi, je l'ai fait, et puis je l'ai fait enceinte en plus. Donc, je peux te dire que j'étais pas totalement... Bon, les médecins m'avaient rassurée, mais moi-même, là, je me retrouvais avec la casquette du patient. J'étais pas rassurée. Puis, comme je te dis, j'étais enceinte. Voilà. Là, tu l'as dit avec des pincettes, etc. Mais je peux te garantir qu'il y avait beaucoup, beaucoup de faux vaccinés. Ouais. Énormément. Ouais. On en connaît tous, hein. Je pense. Il y en a dans cette pièce, vous croyez ? Non, mais non. Jamais. C'est moi qui vous ai vacciné de toute façon, donc non. Tu vas pas béton pour nous, Maroc. En tout cas, sache une chose.
c'est que nous trois, on sera au parloir. On viendra te voir, Mars. On cassera pas béton. Non, t'habites bien trop loin pour qu'on aille ne serait-ce que faire une fausse autorisation chez toi. Tu te fais attraper sur la route, frérot. Ouais, c'est ça. Par la douane volante. Non, c'était une période vraiment, vraiment difficile. Comment tu l'as vécu, justement, Très ce Covid ? difficilement. Je me suis installée le 11 janvier 2023. En mars, on était en premier confinement, quoi. Donc, Non. 2020. 2020, j'ai dit quoi ? 2023 2023. 2020, pardon. 2020. Je me suis installée le 11 janvier 2020 et en mars, on était en premier confinement. Moi, je travaillais 60 heures par semaine. Du coup, j'avais mon assistante qui m'avait lâchée. Elle s'était mise en arrêt parce qu'elle avait peur, je pense. T'étais enceinte à ce moment-là ? Non. Pas encore. Non, pas encore. J'étais enceinte en 2021. Donc, fin 2020 d'ailleurs. Ouais, c'était très dur. Puis je l'ai attrapé. Moi, je l'ai eu en mars. Avant ou après le vaccin? Non, avant, bien À avant. la première vague de mars. À la première quoi. vague de mars, j'étais dans mon bureau. En fait, j'étais dans mon bureau et je gérais tout à distance, mais de mon bureau. Mon fils, c'était très, très difficile. Mon fils était parti chez mes parents pendant 1 mois. Du coup, parce que mes parents avaient peur, même pour mon fils, même pour... Voilà, donc c'était très, très dur comme période. Mon mari m'avait beaucoup aidé. Il avait arrêté tout ce qu'il faisait pour m'aider à fond dans la pharma. Et voilà, on a vécu une période très, très difficile. Mais on s'en est sortis. Bon, c'est vrai que c'était une période où beaucoup de pharmacies ont profité avec les tests, les masques, etc. Nous, on n'en a pas vraiment fait partie. Nous, on était vraiment plus dans l'accompagnement de la terreur des patients, en fait. Ok. Une fois de plus. Parce que j'avais pas embauché plus de personnel pour faire plus de tests, etc. J'étais pas trop dans cette optique-là, mais je venais d'arriver aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que là maintenant, Là, si la crise était arrivée aujourd'hui, là les Barnum, il y en aurait eu 6 autour de moi. Enfin, j'aurais pas eu la même mentalité, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était plus voilà. Ouais, tu t'installes, ça te tombe dessus et t'as pas encore. Très 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 dur. J'allais chercher les masques à l'époque en tissu, je me rappelle. J'étais allée chercher pour 7 000 € de masques à l'aéroport Charles de Gaulle avec mon associé. Ok. 3 jours plus tard, ils nous annoncent que les masques en tissu, on pouvait plus les utiliser. C'était dur, ça. Donc, non. J'espère que t'en as vendu beaucoup en 3 jours. Non, je l'ai tout refilé à une association. Non, c'était fini. C'était mort. C'était mort. Finito. Mort. Donc aux assos, tu leur donnes la canne pourrie, quoi. C'est le mec. Elle était bien contente. Hein. Quand je lui ai dit, elle me dit, ah oui, ils en ont trop besoin. Ouais, non, c'était dur, très très dur. Ok, ce business-là, comment... Alors, je reviens. Ouais, je vais me permettre même de revenir. Tu parlais de l'hôpital, où je pense que ta sensibilité fait que tu étais trop affecté par ce qui s'est passé là-bas. Tu parlais aussi de la pharmacie, où le cœur de ton métier, selon toi, c'est vraiment le lien qui te... lie donc aux patients. Ouais. Donc, je sens beaucoup de sensibilité, d'empathie. À quel moment tu te rends compte que tu fonctionnes comme ça dans ta vie? C'est une bonne question. Tu peux mettre la musique de publicité, du coup. Ici, on s'en fout. Hein. Même s'il y a des blancs, c'est pas très grave. Ouais. Les laboratoires Pfizer. Frérot, ils ont intérêt à envoyer un sérieux chèque pour qu'on donne leur ouais, c'est clair, leur nom. On a sorti un nom, là. Non, Parce que ça a l'air quand même de guider tes choix. Je vais même plus loin. C'est-à-dire que tu dis, je m'installe et là, tu le mets plus sur le côté, j'ai pas encore la vivacité commerciale de faire des Barnum, etc. Mais tu dis, on est dans l'accompagnement des patients. Donc, tu es encore dans ça. Je l'ai toujours été, je pense. Je pense que j'ai toujours été très empathique, très à l'écoute, très... J'aime les gens, en fait. J'aime l'être humain. Voilà, je pense que je crois beaucoup en la bonté humaine. Je crois beaucoup en la force... en la force que les uns peuvent apporter aux autres, la puissance. Et c'est vrai que j'en parle souvent à Mouche, je lui dis, mais tu sais, moi, quand quelqu'un me remercie, quand quelqu'un met un peu en lumière le fait que je lui ai fait du bien, moi, ça me fait pousser des ailes. Mais je pense que c'est vraiment depuis toujours ce côté vraiment de plaire par mes actions, tu vois, qu'on garde un peu cette image de moi où j'ai servi à
à apporter du bien, en fait, dans le cœur, dans l'âme de quelqu'un. C'est super important pour moi. On parlait des 3 disciplines dans la pharmacie. Est-ce que tu penses que c'est ce qui t'oriente finalement vers ce que tu fais Ouais, complètement. et qui t'écarte des autres? Est-ce que tu en as conscience quand tu fais ces choix-là ou est-ce que c'est plus, tu te dis... Quand tu parles des 3 voies, c'est hôpital et indus, c'est ça, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. C'est vraiment le côté humain. Et c'est marrant, oui, parce que tu me dis... Alors, après, l'hôpital, c'est une autre sensibilité que j'ai. J'ai toujours eu très peur, moi, de tout ce qui est plaies ouvertes, les trous, tout ça. J'ai beaucoup de mal avec ça, les saignements, tout ça. J'ai jamais été... Les vaccins, chaque piqûre, je m'évanouis. Enfin, c'est très, très difficile pour moi. Donc ça, c'est une autre sensibilité, parce que l'hôpital, quand même, on suit le patient. Et encore, à l'hôpital, on n'appelle pas les patients par leur nom. On les appelle par des numéros. Et ça j'aimais pas trop. Et puis bon, je pense que c'est par manque de temps et que c'est un autre level à l'hôpital. Hein. Mais ils ont moins le temps en fait. Et je pense qu'ils se protègent aussi, ils créent cette carapace parce que t'imagines si tu t'attaches à tous les gens qui sont hyper malades à l'hôpital, enfin tu peux pas. C'est pas comme nous, il y a des patients qui viennent juste pour discuter avec nous quoi. Il y a des patients, ils viennent à 19h, la petite balade du chien, ils font un petit tour. Il y en a, ils viennent juste pour nous apporter le petit-déj quand ils viennent pas récupérer leur traitement. Donc, c'est pas, voilà, nous, c'est vraiment, nos patients, on les appelle par leur prénom, par leur nom de famille, on prend des nouvelles de leurs enfants. Quand on apprend un décès, moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à un enterrement. Enfin, tu vois, c'est un autre lien. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que je me réveille le matin. Je suis trop contente d'aller bosser. Ouais. Et même si je fais moins de comptoir maintenant. Ouais, dans l'exercice de ton métier et dans le développement, alors peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais est-ce que tu vois que ça peut continuer à être complètement en lien avec ta façon de faire? Est-ce que dans ton développement, tu vois des choses qui pourraient aller à l'encontre de la façon dont tu veux faire de la pharmacie? Est-ce que tu peux pousser ça, faire de l'argent, faire vivre ta famille, etc., en restant aligné avec ça? Ouais. J'en rêve, mais j'en rêve et j'aimerais bien, effectivement. J'ai ce côté où je me dis, de toute façon, avec ma façon de fonctionner, je m'enrichirai jamais, mais c'est pas grave. Il y a une force là-haut qui me voit et je serai récompensée plus tard. Je vois plutôt les choses comme ça. Bien sûr que si je peux m'enrichir en gardant, on va dire, cette authenticité, ça serait super. Ça fait 4 ans, mais humainement, même avec mon personnel, ça fait 4 ans que j'ai la même équipe. Moi, en pharmacie, il y a un turnover tel que maintenant, le personnel tient même pas 3 mois. Enfin, dès qu'il y a mieux ailleurs, c'est tellement facile de trouver du travail en pharmacie, que ce soit en tant que pharmacien ou préparateur. En claquant des doigts, ils ont autre chose. Et c'est vrai que moi, je suis contente parce que j'ai cette même équipe. Mais c'est vrai que parfois, même cette humanité que je vais avoir avec eux, je me dis parfois c'est peut-être même un peu trop, ça peut me desservir. Je peux être vraiment touchée et prendre les choses vraiment à cœur. Et ça, j'aimerais bien prendre la distance par rapport à ça, que ce soit avec mon personnel, parfois certains patients aussi. Certains patients, moi, qui me font cogiter. J'ai eu le témoignage d'une patiente que j'adore, que je connais depuis 4 ans, qui sourit tout le temps, qui parle, elle est d'origine tunisienne, elle me dit plein de prières, que Dieu te fructifie ton commerce, que nanani et tes enfants et ta vie, et je sais pas quoi, trop mignonne, moi je l'adore. Pendant le ramadan, elle nous ramène à chaque fois plein de choses, etc. Et là, elle vient me voir lundi. Elle vient me voir et elle me dit... et en fait, elle se confie à moi. Et elle me dit, voilà, je vais partir, mon mari, il me bat, il m'insulte, il me rabaisse devant mes filles, elle commence à pleurer. Et je te jure, c'est arrivé lundi, on est quoi? On est mercredi. Bon, bah ça va, 2 jours. Mais depuis lundi, j'y pense tout le temps. Pourtant, c'est une patiente. Ce jour-là, on en a servi 200, tu vois. Ouais. Et son mal-être, en fait, c'est vrai que j'ai fait effet éponge, quoi, exactement ça. Et je lui ai dit, mais ça fait 4 ans que je vous connais, j'aurais jamais pensé, vous êtes toujours souriant, toujours... Et puis elle dit, oui, ma fille, je sais, et là, je suis désolée. Et je lui dis, mais non, mais vous, bien sûr, je suis là pour ça. Et donc, on parlait pas du tout de médicaments, là, c'était vraiment ses problèmes personnels, quoi. Et ça m'a touchée. Et ça, c'est vrai que cette empathie a tendance à se transformer en ce qu'on appelle de la sympathie. Et ça, j'aimerais bien éviter, moi. Comment tu imagines pouvoir gérer ça? Je sais pas si j'y arriverai. Honnêtement, je sais pas. Comment? J'ai l'impression que dans ma tête, je dois me dire...
me dire ça ne m'appartient pas. Tu vois, des fois, j'essaye de me dire ça ne m'appartient pas. C'est tes problèmes, je suis là pour t'écouter, mais ça ne m'appartient pas. J'y arrive pas, je suis absorbée. Je suis absorbée par ce que disent mes patients, mes amis, mon personnel aussi. Et des fois, ça dessert la pharmacie, du coup. Ouais. Mais déjà, tu l'as identifié. Oui, Oui. c'est ça. Oui, toujours. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à y travailler. Ouais. Est-ce que tu as déjà envisagé de te faire accompagner pour travailler dessus? Ouais, c'est déjà un peu le cas. Je me fais déjà accompagner. Alors pour ça particulièrement, je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais je me fais beaucoup accompagner, moi, par des personnes très importantes. Ok. Ouais. Merci pour ta franchise. Tu parles d'accompagnement, du coup, ça prend quelle forme? Quelle forme ça peut prendre? Qu'est-ce que tu vas chercher finalement? Je vais chercher à être une meilleure version de moi-même. Ouais. Essayer d'être une meilleure version de moi-même tout en gardant mes qualités, mon authenticité. Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, souvent. Et bon, parfois, malheureusement, je n'ai pas toujours confiance en moi, dans mes choix, dans mes réflexions, etc. Et c'est vrai que me faire accompagner pour me guider un petit peu, ça m'aide beaucoup. Ça me conforte, en tout cas, dans mes choix. Nice. On a une question qu'on pose en règle générale à nos invités. Et au vu de ce que tu viens de dire, pour moi, ta réponse est essentielle. À quel moment dans ta vie tu prends conscience que tu as une valeur particulière? Ben, je l'ai dit. Je sens vraiment que je prends de la valeur quand une personne a de la gratitude sur quelque chose que j'ai apporté. Mais un exemple concret. Là, si tu te plonges dans tes souvenirs, à quel moment, le premier moment où tu ressens justement cette valeur-là? Un fait dans l'enfance, une parole. Entre 2 et 4 ans. Un truc de quoi? Entre 2 et 4 ans. Ouh là là, je pourrais pas te répondre. En fait, là, je te dis, secrètement, tous les trois, on espère qu'à un moment, on va raviver un truc d'avant tes 6 ans qui va sortir là en scoop, tu vois. Qui fait la personne que je suis maintenant. J'ai plein d'exemples. J'ai plein d'exemples à te donner. Mais toi, là, tu veux me ramener dans l'enfance, c'est ça? Ouais, Le tout premier. Ça va sûrement te ramener dans l'enfance, Ouais. parce que c'est la première fois où tu prends conscience. Alors là, toi, tu as estimé que c'était ça, mais à quel moment, finalement, tu sens que tu as une valeur particulière dans ce monde? Que tu existes parce que c'est toi? Alors, moi, il y a une personne, si je dois revenir un peu dans l'enfance, c'est ma grand-mère maternelle. Elle a une telle force dans les mots, quand elle me décrit, je me dis, ah ouais, tout ça, je suis tout ça, moi. C'est vraiment, elle me voit comme... D'ailleurs, souvent, je lui dis, mais... Parce que j'ai une tante qui a mon âge, du coup, sa fille. On a vraiment 4 mois d'écart. Et on se ressemble beaucoup, on a le même caractère et tout. Mais j'ai vraiment la sensation, moi, d'être la fille de ma grand-mère et que ma tante, c'est la fille de ma mère. C'est marrant, des fois, je me demande si on n'a pas été échangés à un moment donné. Mais, et ma grand-mère, ouais, quand elle parle de moi, quand ma tante me relate, donc ma tante qui a mon âge me relate des mots que ma grand-mère dit sur moi, ouais, je me sens un peu importante là. Je sens que j'ai un rôle, je sens que ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? C'était exactement cette question, parce que j'ai entendu ce qu'elle dit quand elle parle de moi. J'ai rien entendu comme adjectif, frère. Ni en arabe, ni en français. Elle dit que... Donc voilà, par exemple, moi je suis de confession musulmane. Je suis née en France, j'ai toujours grandi en France. Je suis très attachée à l'Algérie et je suis très attachée à l'islam aussi, et beaucoup plus depuis quelques années, vraiment, vraiment. Et ça, par exemple, alors ça date pas de l'enfance par contre, mais là c'est le dernier qui me vient en tête. Elle me dit, ma fille, tu es née en France, tu as grandi en France. Et elle dit, tu sais pas comme je suis fière et contente que tu gardes tes valeurs. Elle me dit, parce qu'on voit, elle me dit, moi, ma mère, par exemple, c'est pas le cas. Ma mère, elle arrive en France, bon, elle a un peu oublié tout, quoi. Mon frère, pareil. Et mon frère est pareil. Il a un peu viré, on va dire, de chemin
par rapport à notre chemin un peu tracé. Et c'est vrai que moi, non, je suis vraiment restée ancrée, on va dire, dans toute cette culture, dans toute cette religion. Et ça, je sais que ma grand-mère me dit, c'est formidable, t'es quelqu'un de formidable, il y en a pas deux comme toi. T'es la fierté t'es notre fierté. Elle dit pourtant, c'est vrai que moi, ma grand-mère, elle m'a jamais mis la pression sur rien. Elle m'a jamais demandé de faire telle ou telle chose. Mais elle me dit, je suis fière. Et il y a un mot en arabe, on dit fakhorabik, ça veut dire comme si elle se bombait en parlant de moi. Tu sais, elle est toute montgolfière. Montgolfière quand elle parle de moi, exactement. Elle s'envole. Et ma fille, elle est médecin. Enfin, là-bas ils disent médecin, mais pharmacienne. Elle a acheté sa pharmacie. Elle est toute fière, quoi, toute mignonne. C'est tellement mignon. Je l'aime trop, ma grand-mère. La fierté de la famille, c'est fort quand même. C'est très très fort et très important. Ouais, très important. En général, ouais. on est quand même nombreux. Enfin, je sais pas si c'est pareil chez toi. Oui. Mais la fierté de la famille, c'est quelque chose. Ouais. Je suis la première, en plus, petite fille de ma grand-mère. Et elle en a, je pense, il doit être une vingtaine, un truc comme ça. On est assez nombreux. Et c'est vrai que je sens que j'ai une place spéciale, en tout cas de ce côté-là de la famille, quoi. Ça, c'est clair et net. Est-ce que toi, t'es fier? Ce soir, ça joue même pas. Il veut en découdre. Ça va partir en séance de psychologie, là. Ce C'est soir, pas ça fait. joue pas. Non, même pas. Je te demande C'est juste. une question simple en vrai. hein. T'as vu, elle est vraie. Elle est archi simple, en Elle plus. est simple. Hein. Mais il n'y a pas plus compliqué que la simplicité. Donc, Je suis fière, bien sûr que je suis fière de ce que j'ai accompli. Mais ma fierté, quand on parlait de valeur, justement, je l'ai plus à travers de ce que les gens me disent, en fait. Quand on me dit, mais meuf, tu te rends compte, parce que pour moi, c'est énorme. Enfin, il n'y a rien de ouf. C'est vrai que c'est des études, mais pour moi, je veux dire, tout le monde est capable de le faire. C'est juste que c'est pas ce qui t'a été destiné, tu vois. Pas tout le monde. Si moi, je suis sûre que tout le monde... 286 sur... Non, mais... non, mais c'est. mais... 1000 qui sont arrivés là. Voilà, déjà. non, mais- On va mettre les pieds dans le plat. Amira, elle a dit qu'elle se faisait accompagner. En effet, on s'appelle tous les lundis et on a notre heure de débriefing Coach. et de coaching. Ouais. On va dire ça, coaching comme ça. Même si on aime- Développement, ouais. Voilà. En tout cas, on discute. Et Toi, t'as vraiment envie de redoubler tes secondes encore. Elle a pas compris. Je lui redonne une chance, je lui redonne une T'avais chance. raison quand tu disais qu'elle allait finir sur les planches. tous les lundis, elle reprend un petit dose de vaccin. Qui va me changer ma structure originelle, du coup. Mais je Ouais. me bats contre ces éléments de langage qu'elle peut employer là et que tu viens de relever, Sergio. Merci. Non, Merci, pas tout le Serge. monde. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Non, mais j'ai pas... Non, tout le monde a deux bras, deux jambes, un cerveau. Voilà, mais... c'est ça. Oui, et mais puis, non. Mais certains sont faits pour escalader des montagnes à main nue. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, c'est pour moi, quand je dis c'est pas ce qui t'a été destiné, c'est dans ce sens, c'est que tout le monde n'est pas fait pour ça, clairement. Il faut un certain mental, il faut un certain caractère, il faut une certaine personnalité. Il faut Évidemment, du travail. du travail. Du travail. Évidemment, il faut du travail. Mais si t'aimes la chose, quelle que soit la chose, tu vas travailler pour. Non, t'es pas d'accord? Je vais Si prendre mon cas, tu vois. Mais j'aime le rap comme peu de choses au monde. Et puis, si j'avais mis ta rigueur et la discipline que tu as pu mettre dans tes études, l'EP qu'on attend depuis maintenant 20 ans. Je croyais que t'allais dire octobre 2023. Mais... Wow, Tranquille. Tu vois, c'est un truc où là même, je le dis, c'est un truc où je suis prêt à trahir mon engagement, chose que je fais nulle part. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire aussi dans le rap il y a peut-être une histoire aussi d'avoir des bonnes connaissances, les bons tuyaux, etc. Non, ça, c'est des prétextes. Ah, d'accord. Quand Ok. tu mets l'autre ou la chance où tu te dis, j'ai pas croisé les bonnes personnes, c'est Pas la que là, chance, t'es dans ouais. Non, ça, si je disais ça, je serais dans le prétexte. Non, le problème, il vient de moi. Ok. Ouais. Bon, donc je suis une super nana qui a fait des super idées. Non, mais Non, donc, je te arrête disais- pas la phrase. Arrête pas la phrase, continue. Non, mais c'est vrai que quand C'est mes dur, proches me c'est disent dur. très Elle est dur. dans le Celle-là, je corner. m'y attendais Elle est dans le pas corner. du tout. Non, mais quand j'ai mes amis qui me disent regarde, t'as 30. Bon, à l'époque, quand je me suis installée, j'avais donc 30. Je venais d'avoir 30. J'allais avoir 31 ans.
Donc voilà, t'achètes une pharmacie à 31 ans, t'as du personnel, blablabla, blabla. C'est vrai que là, je me dis, c'est vrai que c'est pas mal, vu comme ça, merci, je réalise. T'aurais Mais pu je vais pas me le rester, dire de moi-même, quoi. T'aurais Pour moi, pu être employé d'une pharmacie. J'aurais adoré. Après, j'ai eu cette opportunité qui a été, je crois beaucoup aussi à ce que quand les choses arrivent de manière fluide, il faut y aller. Bon, si j'ai une qualité, c'est que je suis fonceuse, j'ai pas peur. Je place ma confiance et j'y vais. Et je me dis, ce qui devra arriver, arrivera. Moi, je mets tous les éléments de mon côté. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Et puis, on trouvera autre chose, c'est pas grave. Et je me relève. Je me relève vite aussi. J'ai eu malheureusement parfois des projets qui n'ont pas abouti. Et je me suis relevée assez vite. Et hop, on embraye sur autre chose et on y va, on fonce. On n'a pas peur. Donc ouais, cette notion de risque, toi, elle rentre pas en jeu. Non, pas ça, trop. Ça, c'est pas fort. trop, ouais. C'est très, C'est vrai que je me suis installée, mon fils avait 2 ans. Je me suis à aucun moment dit peut-être que, et blablabla, et si jamais, non. Tu t'écoutes pas là-dedans. Et ben, c'est pas que je m'écoute pas, c'est que. Ça vient pas. En fait, ça vient pas et je vois les choses positives. Moi, au contraire, je vais me dire, ok, je suis jeune, ça marche pas, c'est pas grave, je vais tester autre chose. C'est quoi le risque en fait ? J'ai ma bouée de sauvetage qui est mon diplôme. À partir de là, j'avance, tu vois. Merci. Donc, de rien. Non, mais c'est ce qu'on s'évertue à dire. C'est vrai que quand on se met à calculer les risques, on a tendance à occulter le fait qu'on a déjà capitalisé quelque chose et qu'on reviendra jamais à zéro, quoi. C'est ça, c'est se mettre des barrières. Après, je sais que c'est pas forcément évident, mais... C'est pas intuitif, mais en tout cas, de ce que je vois, toi, t'as vraiment cultivé cette positivité, cet optimisme. Ouais, optimisme, c'est vraiment le bon terme. Quand je t'entends dire que tu aimes profondément les humains, de nos jours, c'est une grande qualité d'avoir cet optimisme-là. Parce que finalement, tu décides d'avoir cette vision-là sur l'humanité. Et c'est un peu à contre-courant aujourd'hui. C'est un peu à contre-courant, mais c'est ce qui fait... Enfin, moi, c'est vraiment mon équilibre. Parce que je sais que on rencontre toujours des personnes toxiques, on rencontre toujours... Voilà. Je sais que je suis entourée vraiment... J'ai la chance d'être entourée de personnes formidables, vraiment, dans ma vie, dans mon quotidien. On dit qu'on est on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est ça ? Tu retiens bien, Nelson. Exactement. Donc, c'est mon cas. Vraiment, les 5 personnes que je côtoie le plus... même, je peux élargir un peu mon cadre. Et je sais que j'ai cette bouée-là. Je sais que s'il y a quoi que ce soit, ces personnes sont là pour moi. Et à partir de là, moi, j'avance et j'apporte du bien aux autres. Et je veux vraiment, moi, faire partie de ces personnes qui sont là pour faciliter la vie des gens, pas pour la rendre difficile. Parce que ça, c'est vrai que j'aime l'être humain, je crois en la montée humaine, mais j'observe qu'il y a des personnes qui sont vraiment là pour faciliter la vie des gens. Et je me dis, ouais, moi, je veux être ce genre de personne. Merci pour la perche tendue. Puisque tu n'arrives pas à le dire pour toi, pour ces 5 personnes dont tu es la moyenne, donne-nous 3 adjectifs qui les qualifieraient le mieux. C'est dur parce que je sais où tu vas en venir du coup. Non, parle-moi de juste que tu connais très bien et que tu aimes beaucoup. Dis-nous. Elles sont vraiment dans les cordes. Si j'avance le pion à P3, il va bouger son fou. C'est sûr qu'il va bouger. Touché. Sois relax. Il n'y a pas de question piège. Non, mais c'est les mots qui reviennent. Hein, ça, on va repartir. Donc, il y a l'empathie, l'écoute, la bienveillance, la bonté, le côté fun, fou. J'ai une copine complètement tarée dans mon groupe. Je me retrouve bien en elle. Voilà, en gros, c'est ça. Mais bonté, bienveillance, empathie. C'est top. En tant que personne optimiste comme tu peux l'être, qui croit en de grandes choses, qui a certainement de l'ambition, qui a peut-être un peu trop d'humilité, si tu te projettes sur l'avenir de ton... Je vais même pas dire business, mais de ton parcours, qu'est-ce que tu vois là ? Si tu te projettes dans, je sais pas, 5 ans, comment ça se passe en termes de...
chiffre d'affaires, nombre de pharmacies, ce que tu peux faire, comment tu te sens dedans. Est-ce que tu t'en écartes un peu pour pouvoir, je sais pas moi, passer plus de temps avec la famille? Est-ce qu'au contraire, c'est tellement intéressant que tu veux vivre là-dedans à fond? Alors, Comment tu te vois dans 5 ans? Dieu merci, je passe beaucoup de temps avec ma famille. C'était pour moi non négociable quand je me suis installée. Donc ça, là-dessus, je pense que ça ne changera pas dans 5 ans, puisque je suis très présente pour mes enfants. J'arrive parce que j'ai une équipe de confiance avec laquelle je travaille, avec laquelle... voilà, elles voient mon état d'esprit, voilà, je sais que je peux leur faire confiance, ça se passe très bien dans l'ensemble. Donc ça me permet moi de me dégager du temps pour être justement avec mes enfants, ma famille, faire plein de choses, des bons moments de qualité. Donc ça changera pas. En termes de business, comme en ce moment je me fais bien aider par mon coach préféré, je me vois bien installer je dirais 2 autres pharmacies d'ici 5 ans. J'aimerais bien. C'est ce que j'aimerais. Ton coach, il aime l'argent. Hein, donc ouais, mon coach, ça ne peut se passer que comme ça. Il va demander des parts. Il m'a demandé d'ailleurs. Il m'a dit, est-ce que moi, je peux investir dans... Mais non, c'est malheureusement... Enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas possible. Le monopole appartient aux pharmaciens pour le moment. Mais voilà, c'est l'un des rares business en fait en France. C'est le seul ouais, c'est le où seul. tu ne peux pas investir si tu n'es pas pharmacien. Diplômé Quoi. Bon, Il me reste 9 ans. Il me reste 6 ans. Tu restes à faire 6 ans minimum. T'as des copies de tes trucs là J'ai des poumons là. Mes annales de trucs de poumons. Bon bah c'est simple, la thèse elle est rapide. Éviter de fumer, pratiquer du sport. On va demander des assists à Baba Mousse. Prenez de l'homéopathie. Tu vas être diplômé d'une université du Maroc. En Roumanie, les gens passent beaucoup par la Roumanie pour c'est vrai la pharma. Le tuyau. Ouais, c'est un sacré tuyau. C'est pas un épisode tuto ça. Non. Donc en tout cas, tu voudrais J'aimerais bien installer des jeunes, mais pareil, tu vois, quand je te dis... J'ai trouvé un moyen d'investir dans la boîte quand même, je tiens à le dire. Et ça aurait vraiment pas dû le dire, frérot. Non, mais moi j'allais dire, parce que là, s'il y en a 2 en France, tu pourrais aussi en faire une à côté du cabinet de ta cousine en Algérie. En Algérie, oui, c'est possible. Clairement. Normalement, il y a moyen de mettre des billets. On a dit que tout marchait avec des pots de vin là-bas, donc en théorie. En théorie, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Ici, on raccroche toujours les wagons. Ouais, c'est vrai, je vois ça. On va me ressortir des... T'as dit l'une des qualités de ton entourage qui rehausse ta moyenne, c'est l'écoute ici. Il y a de l'écoute. On t'écoute vraiment. Vous retenez bien. Voilà, c'est important. C'est important. Ok, c'est cool. Donc plusieurs officines, ouais. Ouais, j'aimerais bien, mais vraiment aller pareil dans l'accompagnement parce que je trouve que c'est important. C'est un moment très stressant, l'installation. On est seul, on doit se faire une clientèle, on doit se faire accepter par une équipe souvent qui est déjà souvent en place. Donc c'est pas évident. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien accompagner comme il faut sur le côté humain. Mon point négatif, moi, c'est tout ce qui est négociation. Je suis nulle en négo. Je pense que je me fais arnaquer assez souvent. C'est comme ça. On peut pas être bon partout, hein, malheureusement, mais ouais, ça, c'est ma faiblesse. Ouais, l'avantage, c'est que ça se corrige ou bien. Ouais. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ouais. Parce que autant être un bon humain, pas tant. C'est un peu plus compliqué à charger. Ça. Il en faut de l'ARN bien chargé. Ouais, c'est clair. Bah, c'est bien, écoute, on te le souhaite fort. On te le souhaite fort. On va en tout cas veiller parce que ça se passe bien. Il y a un objectif à court terme sur un an déjà, c'est quoi à court... Ah oui, c'est augmenter la marge. Ah oui. Oui, donc le souci aussi des pharmacies, c'est que les marges ont beaucoup baissé. Donc les pharmacies ne s'enrichissent plus. Tout le monde avait dans la tête que voilà, les pharmacies se sont enrichies pendant le Covid, etc. Ça peut être vrai pour les pharmacies anciennement installées. Les impôts ont fait mal aussi. Et puis maintenant, c'est le retour de bâton, quoi. C'est une catastrophe. Les marges ont dégringolé, il y a une réelle érosion. Les ruptures médicamenteuses, c'est aussi super compliqué à gérer, de ne pas avoir le produit, donc le patient s'en va, enfin ne revient plus. On fidélise le patient beaucoup plus difficilement maintenant. Yes.
Si on fait un petit saut rapidement dans le passé, tu sors de tes études, est-ce que dans ta tête, tu vas être entrepreneuse ? Oui, mais pas aussi vite. Moi, j'ai toujours eu en tête que j'allais être entrepreneuse quand j'aurais fait mes enfants et quand j'aurais eu ma maison. Okay. J'ai tout fait à l'envers. J'ai eu mon fils, j'ai eu mon bébé pharmacie. Ensuite, j'ai eu la maison. Et ça s'est fait vraiment... c'était une opportunité. Enfin, c'était assez fou. J'ai une collègue, ancienne collègue. J'ai fait beaucoup d'intérim, moi, quand j'ai été diplômée. Et je travaillais dans la plus grosse pharmacie de France qu'on appelle City Pharma, c'est à la chaîne là-bas. Donc on est des pharmaciens, mais on est aussi un peu vendeurs rapides, voilà. Donc on était là, et j'ai ma super collègue, amie, avec qui je suis toujours en contact maintenant, qui me dit dis-moi, tu veux pas t'installer toi ? Je lui dis mais non, pas. Je lui dis je te l'ai dit, pas maintenant, plus tard quand j'aurai 40 ans. Là j'avais 29 ans quand je lui dis ça. Elle me dit si, appelle mon meilleur ami, il veut commencer à installer des jeunes, appelle-le, je suis sûre que vous vous entendrez bien, etc. Moi, je suis là, bah oui, non, pas tout de suite, quoi. Bon, bref, je l'appelle comme ça. On parle, on se voit. Et là, ça match direct. On a la même vision humaine, officine, etc. Et en fait, en 6 mois, c'était torché, quoi. Je me suis installée. Donc, ça s'est fait super rapidement, de manière hyper fluide. Tu lui dis à ta pote oui, non, quand j'aurai 40 ans, mais tu l'appelles. Mais je l'appelle. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, par curiosité, on va voir. Et là, je fonce. Il me fait visiter une pharmacie. J'y vais toute seule, en plus avec mon fils. Une pharmacie, elle me plaît pas trop. La deuxième, c'était la bonne, quoi. Il y a des gens, ils regardent pendant 2-3 ans des centaines de pharmacies avant de choisir la bonne. C'est pour ça que je te dis, des fois, je me pose pas de questions. Je me dis, c'est tellement fluide, on y va. Je sens les choses, on y va. Feeling, à fond. Qu'est-ce qui fait que ça s'est terminé avec ce gars ? Le sang, c'est maintenant, les gars. Non, on avait prévenu une heure et demie. Vous allez être déçus. Non, pas du tout. C'est le protocole quand on s'installe. Non, la déception. Il est déçu. Voilà. C'est le teasing, tout pété. Il est resté jusque là. Ah mince, il a coupé là. Là, il a entendu, c'est le protocole. Non, mais peut-être le protocole est sanglant. Je l'ai fait un peu plus tôt que prévu. Normalement, au bout de 5 ans, on se détache. Parce que finalement, une pharmacie, elle est censée évoluer de manière assez exponentielle les premières années. Surtout quand il y a des travaux qui sont faits dans la pharmacie. Et après, il y a un plateau qui se crée. L'investisseur, quand il installe, il met ce qu'on appelle une selle. D'accord ? Il a le droit d'installer 5 personnes. Il a le droit à 5 selles. Donc, il m'a installé moi. Il a installé ensuite d'autres. Sauf que moi, je suis encore accrochée à lui. Mais là, il a un projet d'installer un gars sur une pharmacie à 3 millions d'euros. Moi, je l'intéresse plus trop, je commence à atteindre le plateau. Donc là, il me revend ses parts, je lui libère sa selle, et bim, il va installer quelqu'un d'autre. Ça, c'est un business de... Attends, mais lui, il est pharmacien. On va parler chiffres, là, lui, il est pharmacien. Bien sûr, il est pharmacien et il exploite sa propre pharmacie. Et ensuite, il y va en tant qu'investisseur. Donc, t'as des mecs qui sont... t'as des mecs qui sont... Il faut faire tomber ce monopole. Non, ne faites rien tomber. Non, mais au-delà de ça, parce que... Attends, il vient d'avoir ses parts en entier, frérot. Va rien tomber, là. Je rien, bonhomme. Au-delà de ça, tu vois, quand je te parlais de comment tu vois les choses, tu m'as pas parlé de ce système-là de... il y a des systèmes de... je veux avoir 5 selles et je veux faire plein d'argent. C'est un délire de ouf. Moi, tu vois, j'ai dit 2. J'ai pas dit 5. Ouais. Parce que... Et en fait, toi, ce que tu veux, c'est finalement installer ces selles-là avec ta vision. C'est avec ma vision. Et qu'ensuite, ça se développe. Et parce qu'il y a ce côté, moi, toujours humain, bienveillance et... Mais tu as beaucoup parlé de tes équipes et tout, excuse-moi de te couper. Non, pas de souci. Et tu parles beaucoup de l'humain, de tes équipes, etc. Mais j'ai l'impression, je sens ce truc de transmission. Mais ce mot-là n'a pas été posé. Là, tu parles d'accompagner des gens. Donc, c'est des selles, c'est ça ? Ouais. Des selles, ouais, c'est ça. Des ok. selles. Et donc, en gros, c'est quoi ? Comment tu vois le truc ? Parce que tu dis faire les choses à ta sauce, c'est les accompagner, les aider à instiller un peu ta patte dans le truc ? Alors oui, en fait, finalement, investir aussi, c'est-à-dire mettre de l'argent et récupérer, et ensuite revendre mes parts et faire de l'argent. Attention, voilà, c'est le but. Hein. Ouais. Mais le faire, parce que, en fait, il y a tellement de... J'ai un ami, là, qui faut pas que mon ancien associé écoute mon podcast du coup, parce que en gros il a installé un pote à moi, d'accord, et ça se passe hyper mal entre les deux. Vraiment, c'est devenu toxique à un point où mon pote là, quand on parle de cet associé, il tremble.
ils se parlent même plus les deux. Ça passe que par les avocats. Enfin, c'est Ils trop étaient dommage. amis avant? Non, ils n'étaient pas amis. Ah, parce que j'allais attaquer. Non, ils n'étaient pas amis. En fait, c'est mon pote et je les ai présentés, donc je culpabilise. Après, je te en plus. ramènerai vite fait sur notre débat et on en discutera un petit peu, c'est important. Ok, on peut le faire maintenant. On a un gros débat qui nous suit depuis la création de ce podcast et on a tout un épisode qui est dédié à ça, qui est amitié versus business. Ouais. Compatible or not. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais vas-y. Ah bah vas-y. Commence. Ah non, moi j'ai juste... Compatible Non, mais or moi not. j'ai déjà débattu plein de fois. Ah non. On a débattu il y a 2 ans. On s'est battu. On a débattu et on s'est battu. Ouais, on s'est battu. Ouais. Pour moi, c'est faisable de s'installer, de créer quelque chose avec un ami. C'est pas impossible, d'accord? D'y créer. Hein. Non, j'attends le mais. Mais Merci. il y a un mais. En fait, c'est là en fait on voit si une amitié elle tient ou pas. C'est soit quand on part en vacances avec elle, soit quand il y a du business, de l'argent au milieu. Ça peut résister, mais comme ça peut capoter. Et pour le coup, s'il y a un risque que je prendrais pas, moi, je dis que je le prendrais pas. J'aurais du mal à prendre ça. Je réfléchirais plusieurs fois à perdre mon amitié pour de l'argent, quoi. Parce que bon, voilà. Mais c'est faisable. J'ai des exemples où ça se passe très bien, voilà. Même s'il peut y avoir des tensions, mais c'est vrai que quand il y a de l'argent au milieu, parfois ça peut. En tout cas, je t'ai coupé dans le truc, mais quand je demandais s'ils étaient amis justement avec l'investisseur là, en question, mais je ne sais plus où t'en étais. Ils n'étaient pas amis. Ok, très bien. Ils n'étaient pas amis et donc moi je pense que c'est ma plus grosse appréhension, ça, de ne pas bien m'entendre avec quelqu'un avec qui j'investis. On associé, ouais. Ok. Qui j'investis. Mais pourquoi ils sont en confrontation? C'est sur des décisions Des stratégiques, décisions tout ça stratégiques Ok. de part, d'achat, d'argent, Ouais. C'est ce qui nique le game, ça? De quoi, l'argent? Ouais. Oui, bien sûr. On se met d'accord sur ça et puis finalement, non. Mais Ouais, pourquoi on s'était mis d'accord sur ça? Ouais, c'est mais vraiment regarde. le finalement non. Ouais, tu vois, c'est le finalement non qui tue, ouais. S'il y a rupture du contrat Ouais. de départ, c'est complexe, ouais. Non, ça c'est un peu dur. En tout cas, c'est marrant parce que du coup, j'étais à des années-lumière d'imaginer que tu avais justement certains investisseurs du coup exclusifs parce que là, il y a pas de fonds d'investissement ou de quoi que ce soit qui peut pénétrer ce marché-là. Pas du tout. Donc, tu as des gars qui ont quelques billes de côté T'as des gars qui peuvent se T'as des délecter gars qui d'ouvrir. mettent 70 000 euros, qui les récupèrent et qui sont 600 000 euros sur 5 ans. Voilà. Wow. Sur une pharmacie moyenne. Tu peux répéter les chiffres? Ah oui. C'est pour le teaser Instagram, vas-y. Non, c'est ça. C'est incroyable, Ouais, c'est incroyable. C'est de la folie, mais c'est... Est-ce qu'ils font au CNAM, là, en cours du soir, le truc de pharma Sur 12 ans. sur 18 ans, tu peux être pharmacien. Ah, c'est incroyable. Non. Et alors, il y a aussi... Parce que on dit 5 selles. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des associés qui ont 5 installés, 5 selles de déjà utilisées, mais ils ont un business, une autre opportunité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre, par exemple, un autre investisseur, ils vont s'associer à 3, sauf que dans le contrat, ils sont 2, et finalement, je ne sais pas si je m'explique bien, mais les 2 investisseurs partagent les parts. Quand tu t'associes, tu as un majoritaire et un minoritaire. D'accord. T'es obligé d'avoir ça. Du coup, obligé si tu d'avoir te un mets majoritaire. si t'es en minoritaire, Moi, si je suis exploitante, je suis forcément majoritaire. J'ai 51% des parts, mon associé, il en avait 49. Ouais. D'accord. Si par exemple, mon associé avait déjà ses 5 selles de posées, il pourrait pas mettre son nom avec moi. Il va prendre Vincent Amouche, pharmacien, bac+6. Il va dire, tiens, viens avec Amira, tu t'installes. Par contre, comme c'est moi qui ai ramené l'affaire, toi et moi, on partage les 49%. Donc c'est un Là, c'est illégal. contrat caché, quoi. C'est un contrat caché, mais c'est pas illégal. Parce que c'est toi qui es sur le contrat, c'est pas lui. Donc en fait, 5 selles. Donc le gars, au lieu de se faire 600 000, il va se faire 300 000, c'est tout. Ouais. Tu vois. ouais, mais quand il 50. prend 50% de trucs, c'est porteur d'affaires méga. Ouais, mais Ouais. il fait quoi de moins que l'autre, en vrai? C'est juste qu'il est pas sur les papiers. C'est ça. Mais Il c'est a- lui qui a tout géré, en vrai. Et il Toi, amène t'es juste là l'oseille. pour mettre ton nom. Oui, ça. Si, t'amènes l'oseille aussi, par contre. T'amènes l'oseille. Ouais, tu partages, ouais.
Méga rentable. Méga. Bah, on dit que Tu c'est le vois, commerce le plus rentable à pharma. Hein. On crée pas de stimuli chez les gosses. Moi, Ouais, tu me poses devant la fac de pharma tu me dis, en Parcoursup et tu m'expliques ça, j'y vais. T'es enfin. major de Un promo. petit schéma avec des chiffres et c'est réglé. Hein. C'est ça, il faut les c'est chiffres. vrai, Il faut c'est les vrai. chiffres. Mais après, oui, c'est vrai que c'est une responsabilité En fait, énorme. au-delà de ça, je trouve le principe excitant en fait de récupérer justement ces officines qui Ouais. peut-être sont un peu délétères, C'est qui ça. ont une perte de marché, les relancer, C'est ça, tu vois, c'est avec du potentiel. Il faut déceler le potentiel. Par exemple, tu voyais ma pharmacie quand je l'ai achetée, mais je l'ai senti le potentiel. Elle était minuscule. Il y avait 2 boîtes de lait qui se battaient en duel. Moi, j'ai dit, je casse tout, je pousse les murs, je mets un robot, j'agrandis la gamme bébé parce que c'est les produits d'appel, je ramène toutes les mamans et bim, on y va pour les ordos. Et ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est une pharmacie vraiment qui... Est-ce qu'elle est kids-friendly, ta pharmacie? Elle est kids-friendly. Il y J'ai a fait une une petite maison en table et bois. tout. Bah Ah. oui, j'ai fait un truc en bois que j'ai payé je sais pas combien, là. Tu peux dessiner dessus et tout. Non, si. Non, mais tu vois, cette notion-là, justement, de sublimer quelque chose, de créer de la valeur, en vérité, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et je pense que dans un parcours d'investisseur, c'est un truc rêvé, quoi. Moi, c'est des trucs qui m'excitent. Et malheureusement, moi, à part une boîte dans laquelle j'ai investi et dans laquelle j'ai pas énormément de pouvoir, voire pas du tout, même pas le pouvoir de leur faire entendre qu'il leur faut des belles vidéos, donc tu vois. Mais dans les boîtes dans lesquelles j'investis, j'ai aucun pouvoir, quoi. J'ai un pouvoir qui est dilué comme l'homéopathie. Comme l'homéopathie. Je suis le pouvoir de la bille de sucre, tu vois. Je suis là quelque part dans les contrats, mais ouais, voilà. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quoi. Non, il pourrait en même temps, passer, c'est pas des contrats Microsoft ou j'imagine. Donc voilà, mais ça, par contre, c'est super mais tu excitant. vois, c'est excitant. Alors, c'est excitant, mais c'est vrai que pour moi, en tant que maman, qui a décidé que sa vie de famille, elle passait au-dessus quand même, ben, ça prend du temps. Moi, j'ai un confrère ami qui a cartonné sa pharmacie, mais il faisait ouverture-fermeture tous les jours pendant 2 ans. Il était là au comptoir, il faisait rien d'autre et voilà, il s'est fait sa clientèle, il cartonne. Maintenant, il a décidé quoi ? Il a décidé d'installer en l'espace de 2 ans, en l'espace d'1 an, je crois, ou 1 an et demi, il a installé 4 pharmaciens. Par contre, il a plus le temps, c'est fini. Enfin, mais il kiffe, il adore, et puis il se fait de l'argent. Il sait qu'il capitalise, que c'est un business. Là, dans 5 ans, il va récupérer un beau billet, etc. Et je lui souhaite d'en ouvrir plein d'autres. Mais il me dit tout le temps, ça revient, ça. J'ai plus le temps, ma sœur. J'ai plus le temps. J'ai pas le temps, ma sœur. Et moi, ça, c'est ma hantise. Moi, c'est d'entendre un jour mes enfants dire, maman, tu me manques, on te voit plus. Pour moi, c'est hors de question. Et c'est pour ça que je m'assois en tant que manager sur beaucoup de choses que beaucoup de confrères ne comprennent pas. C'est vrai que ça fait 4 ans, donc ça se passe très bien, mais je laisse aussi passer beaucoup de choses que je ne devrais pas laisser passer. Mais c'est pour mon bien-être à moi aussi et celui de ma famille, quoi. Tu sais, ici, on est des adeptes du temps long. Donc, tu parlais justement de rapidité et que toi, ça prenait plus de temps finalement d'arriver à faire croître tout ça. Ouais. Et on est aussi des adeptes même des disciples de ta vie, la bonne vie, tu la vis maintenant et elle n'arrivera peut-être pas plus tard. Je suis d'accord. Donc c'est bien, je trouve que c'est une qualité d'avoir identifié finalement ce qui t'importait vraiment. Oui. Et de ne pas être dans la projection de ce que les autres voudraient que tu sois. Tu vois. Ce sont vraiment pas des choix anodins et le fait de se fixer ses priorités et de s'y tenir, moi je dis c'est plutôt louable qu'autre chose. Ouais. Merci, c'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai qu'on me le reproche, mais très gentiment. Allez, maintenant il faut que tu installes, ça fait 4 ans que tu es installé, allez, c'est à ton tour, vas-y. Et je dis, si l'opportunité se présente et que c'est fluide comme quand moi je me suis installée, avec plaisir, j'y vais les yeux fermés, etc., comme d'habitude. Mais je veux pas commencer à mettre toute mon énergie. J'ai mis là récemment beaucoup d'énergie, mais bon, ça va. Pendant quasiment 1 an, 9 mois, sur un projet de rachat en fait, de l'immeuble où je suis, entier. Donc, il y aurait eu les murs de ma pharmacie avec le commerce à côté, dans le but d'agrandir ma pharma et de racheter l'immeuble, de mettre des locations, de faire des locations. Je me suis dit, c'est intéressant, je suis sur place, c'est super, c'était un projet à faire avec mon frère, etc. J'ai bataillé, ça ne s'est pas fait. Je trouve que je l'ai super bien pris parce que c'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie, mais je me suis dit,
voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, c'est pas fait. Ça devait pas se faire, point. En plus, je l'ai appris dans une situation particulière. Donc, vraiment, je l'ai bien pris, du coup, sur le coup. Et voilà, je me dis, non, là, c'est ma famille. Je me dis peut-être même que ça m'a préservé de beaucoup de temps perdu avec mes enfants, puisqu'on serait partis dans des travaux et des stress et des machins, va savoir. Et je me dis, non, peut-être là, ma petite tranquillité, voilà, j'hésite pas à y aller, mais si ça se fait pas, bon, bah, c'est pas grave. On attendra de voir la prochaine opportunité qui se présentera à moi, quoi. Mais je me mets pas toute mon énergie, tous mes neurones à chercher absolument à comment je vais m'enrichir, en fait. Voilà. Ouais. Non, il faut que je devienne riche. En fait, ce que j'ai, ça me suffit, Dieu merci. Si j'ai plus, tant mieux. Si j'ai pas plus, ben, ce que j'ai, ça me suffit, quoi. Tout en rappelant que ce que t'as, ça... Elle est gavée. Non, arrêtez, non. Je rigole. Ah, mais c'est bien. On connaît ces rires là. Allez, alors, Sujet suivant. Il n'y a pas une pub dans le podcast, non? Je reviens sur l'ARN messager. C'est quand même... Je préfère parler de ça. Eh ben, tu sais quoi? Vraiment, je suis un poisson rouge par rapport à mes confrères. Je connais les salaires de mes confrères, je connais mes salaires, je sais ce qu'on engendre. Je t'assure que je suis un poisson rouge. Il y a les requins, il y a les dauphins. Moi, je suis le petit Nemo, quoi. C'est, comme on dit, alhamdoulilah, à mon niveau à moi. Mais c'est rien par rapport à ce que gagnent mes confrères. J'ai des confrères qui gagnent 4 fois mon salaire. Et ils sont moins à la pharmacie que moi, tu vois. Mais c'est des businessmen. On va y arriver, Bouge pas de là. La bagarre. Oh, c'est nice. Écoute, on se dirige gentiment vers la fin de cet épisode. Déjà, je crois. Ça passe vite, hein. Mais on a l'habitude de toujours aussi stressé ou pas? T'as vu, elle a dit déjà, que c'est déjà fini. Alors que quand on est arrivé, moi je la balance. En 20 minutes, ça va être torché. Pardon. Non, c'est pas possible. Comme que je t'ai dit juste avant, on est dans le temps long. C'est qu'en fait, on aime prendre ce temps-là parce que il se passe plein de choses dans une vie déjà. La résumer en 2 heures, c'est déjà bien la synthétiser. Oui. Et puis en plus, on t'attend depuis des mois maintenant. C'est ça. Donc il fallait bien qu'on te passe un petit peu la moulinette quand même. Ouais, c'est important. Mais on a quand même l'habitude de demander si tu es en paix avec cet épisode ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Parce que tu peux pas enlever par contre. Tu peux rien enlever là. C'est dans la boîte. Mais, ou alors tu cèdes départ, quoi. Un mec qui passe sur le contrat, enfin bref. Alors, à rajouter, non, j'ai passé un super bon moment. Je pensais pas que j'allais me dévoiler autant, par contre. Mais donc, c'est que voilà, j'étais vraiment à l'aise. C'était très sympa. Il y avait des petites questions un petit peu gênantes, forcément, mais ça va. Je pense que... Ça chatouille, mais ça fait pas mal du tout. Voilà. Non, au contraire. Je vais rajouter une question un peu gênante. Avec toi, je peux me permettre. C'est pas possible. Allez, hop. On coupe. Qu'est-ce que tu dirais à la Amira de ton enfance? Oh là là. Fais gaffe parce qu'il y a une sophrologue qui m'a fait un truc comme ça et j'ai chialé en bombe, quoi. Je m'y attendais pas du tout. On a un deuxième teaser, donc il faut que j'aille le chercher. Je vais même te dire, c'est la Amira, elle avait à peu près 9 ans, elle avait les cheveux plaqués en arrière et des chignons toutes mignonnes. Je lui dirais que je suis fière de la personne. Qu'est-ce que moi je dirais à la personne quand j'étais petite? Ah non, c'était l'inverse. Tu peux le faire moi, dans les avec la deux sens sophro. aussi. Avec la sophro, c'était l'inverse et c'est là où j'ai explosé en pleurs. Ah. Je dirais à la petite fille de 9 ans qu'on a réussi et que c'est cool. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que te répondrait la petite? Elle me ferait un câlin. Bien wesh. Elle me ferait un câlin. Magnifique. Je pense à toutes c'est vrai que j'ai en tête ton parcours. Je pense partie des gens qui forcent l'angle de vue pour que tu vois à quel point tu es exceptionnel. Et je pense à toutes les petites Amira qui écouteront, j'espère, ce podcast, cet épisode-là, et qui mettront 5 étoiles sur leur plateforme d'écoute préférée. Je me demandais s'il était déjà en train de placer le truc. Incroyable. Il est injouable. Il est fort, hein? Non, il est incroyable. Je me suis dit, il va pas oser. Sur un moment d'émotion comme ça. Ils sont pris. Il est terrible. Je crois que tout est commercialisant. Depuis que je sais que je peux pas avoir de part dans la pharma, je vais en avoir partout ailleurs.
Je pense que ça va être un défi, un challenge à chaque fois. C'est ça. Ça va être quoi le meilleur place. Ça va finir sur des trucs sordides où les gens pleurent. Et moi, je dirais, bon, rien que pour ces pleurs-là, mettez 5 étoiles. Quelle horreur. Non, vous voyez ce que ça nous force à faire. Non, mais allez les mettre parce que c'est important, ça nous booste. Et pour revenir à cette petite Amira qui écoutera, j'aimerais que ça donne justement cette puissance de se dire que par des actions simples et par une vision qui est simple et par un pas chaque jour, finalement, on finit par accomplir de grandes choses, même si on ne voit pas qu'on est en train de faire des grandes choses. Il y a un moment, l'histoire te donnera forcément ma raison, en fait, et te prouvera que ce que tu accomplis, il y a très peu de personnes qui l'entreprennent, et donc voilà. Et ajouter, pardon, dis-moi. Moi, juste ajouter aussi que on peut être entrepreneur et avoir une vie de famille de qualité. Moi, je pense que c'est possible. Et de l'humanité. Ouais. L'humanité, oui. J'allais dire que les gentils peuvent gagner à la fin aussi. C'est trop mignon ça. Ouais, c'est un épisode un peu bisounours en fait. Il en Très faut. mignon. Ouais, ça, de toute façon, je pense que c'est un podcast à contre-courant de tout ce qu'on voit. Il dure 2 heures quelque chose. On parle de l'enfance, de la valeur. Il y a des placements de produits dégueux. Des entreprises douteuses. Voilà. Des gens qu'on ne salue pas. Ouais, des gens qu'on salue pas. Ça, c'est l'exclu, ça. Il y a des gens, on les a nommés, on a dit, eux, ils seront jamais invités. C'est quand même incroyable. Non, mais il fallait que ça nous ressemble. C'est pour ça qu'on fait ces discussions-là. Et ça, tu sais, autant toi, tu as envie de mettre justement de l'humanité au sein de ton officine, autant on a envie que cette humanité soit là aussi parmi nous et qu'on soit à l'aise, quoi, dans ce bocal, même si c'est pas le plus grand bocal de tout Truffaut. Mais il est très, très chaleureux, ce bocal. Très mignon. Eh ben, attends, il n'y a pas plus grande rétribution. Les amis, on a l'habitude de dire qu'on est sûrement amené à se revoir. Et d'ici là, prenez soin de vous. Peace. Ciao.